On sait plus loin. Bien, je pense qu'on est prêts et nous allons démarrer. Nos invités sont déjà arrivés. Alors, bien bonjour à tout le monde. On vous remercie d'être là avec nous à ce séminaire du Centre de recherche à l'éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux invités spéciaux, en fait, qui viennent de loin, qui viennent de l'autre côté de l'océan, qui viennent de la France. Alors, qui vont nous entretenir sur deux phénomènes psychosociaux très actuels, en fait, qui nous interpellent particulièrement à l'éducation relative à l'environnement et qui concernent les questions d'identité et d'engagement, enfin plus particulièrement concernant les questions socialement actuelles, environnementales. Alors, ils vont nous partager avec nous quelques réflexions concernant les travaux qu'ils réalisent, en fait, plus particulièrement associés aux activités des laboratoires de la transition énergétique et environnementale du Centre national de recherche scientifique de la France. Alors, ce sont deux invités qui viennent de l'Université de Pau. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jocelyn Lachance, qui est maître de conférences en sociologie à l'Université de Pau et membre de ces laboratoires en transition énergétique et environnementale. Et donc, qui travaille sur des recherches socio-anthropologiques qui portent sur les devenirs adultes dans la société hypermoderne. Donc, il est notamment l'auteur de l'adolescence hypermoderne, le nouveau rapport au temps des jeunes, la famille connectée, de la surveillance parentale à la déconnexion des enfants et les tentatives de reconnaissance, figure anthropologique des interactions sociales et de la valorisation des soins. Il poursuit également en parallèle un travail d'accompagnement des professionnels du travail social, de l'éducation et de la santé. Nous avons aussi avec nous Mathias Psygoda, doctorat à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, sous la co-direction de Jocelyn Lachance et de Francis Jorigui-Berry. Alors, donc, tous les deux, ils vont donc partager avec nous des éléments d'analyse, des réflexions qui émergent de ces recherches qu'ils mènent dans le cadre de quelques projets, en fait, qui portent justement sur les enjeux qui rencontrent les jeunes dans cette démarche de développement de leur identité écologique et qui est reliée aux questions d'engagement et tout ce qui implique en termes d'exigence, en termes de stress, en termes de pression. Et voilà. Donc, sans plus tarder, je laisserai avec vous en premier Jocelyn Lachance. Merci. Oui. Bonjour. Alors, merci. Donc, merci pour cette invitation. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être ici parce que, comme ça a été dit, nous, on est vraiment du champ de la sociologie de la jeunesse. Et donc, c'est vrai qu'au départ, et même encore aujourd'hui, on n'a pas, nous, de prétention, j'ai envie de dire, d'intervention concrète dans le champ de l'éducation relative à l'environnement, qui n'est pas du tout le nôtre. Hein. Et donc, c'est un champ que je commence à découvrir tranquillement, très lentement. Je dois dire que je suis ici surtout aussi pour pouvoir entendre à quelle mesure ça fait écho ou non sur certains aspects. Et donc, c'est pour ça que cette rencontre, cet accueil, hein, parce que c'est nous qui avons été vers votre équipe en disant, mais ce serait quand même intéressant qu'on puisse avoir vos retours. Donc, on est très preneurs de vos retours, de comment vous percevez les choses, de références, etc. Sachant que nous, voilà, on est dans le champ de la sociologie de la jeunesse et la question qui nous intéresse, c'est comment on devient adulte au 21e siècle. Et donc, au fil des recherches, dans ma thèse de doctorat, il y avait la question du rapport au temps des jeunes, comme ça avait été dit. Et par la suite, la question de la connexion s'est un peu imposée. Qu'est-ce que ça fait au devenir adulte? Qu'est-ce que ça fait aux modalités de formation d'identité? Et donc, tranquillement, on a avancé. Et là, pour des raisons presque, j'ai envie de dire, un peu institutionnelles, du fait du nouveau laboratoire TRI qui a été évoqué, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas, justement, repenser, vous savez, comme tous les chercheurs, on a toujours une question qui nous suit hein, pendant très longtemps. Pourquoi pas repenser cette question à travers les enjeux environnementaux? Bon, qu'est-ce que les enjeux environnementaux font au devenir adulte ou au contraire, comment le devenir adulte se nourrit des enjeux environnementaux?
Et d'où ces premiers projets. Donc, 2 projets. Un premier qui s'appelle Écotique et dont Mathias Psicoda est un élément central, puisque sa thèse a été financée dans ce cadre. Donc, là où on cherchait à vérifier comment les jeunes Français, Françaises, décrivaient leur engagement environnemental, mais quelle place l'éthique prenait aussi dans cet engagement? Est-ce que finalement, s'exprimer sur Internet, est-ce que cliquer, on a posé des questions du type, est-ce que liker est une forme d'engagement pour toi, pour vérifier qu'est-ce qui se cachait derrière? Ça, c'était une première part. Dans le cadre de ce projet, il y avait donc des terrains qualitatifs surtout. Hein. Donc, on a réalisé, je pense, à peu près 90 entretiens semi-directifs, donc une trentaine avec des adolescents, et c'est Mathias Psicoda qui était le porteur de cette partie, donc des 14-17. Ensuite, une trentaine avec des 18-24. Et on avait un terrain comparatif avec une école de travail social qui s'est intéressée à l'engagement dans le domaine du travail social. Donc, on avait, j'ai envie de dire, un groupe, pas témoin, mais comparatif pour voir si un engagement dans une sphère un peu plus professionnalisante faisait écho ou non avec les autres jeunes. Alors, ensuite, il y a eu ce dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la pandémie, le COVID-19, qui est arrivé, et il y a eu des appels à projets qui se sont rajoutés, évidemment, en Nouvelle-Aquitaine où on est, qui ont proposé aux chercheurs, évidemment, de faire des focus pour comprendre qu'est-ce que la pandémie faisait, entre autres, à l'engagement écologique des jeunes. Partant de là, on a eu un autre projet et on a réalisé, je vous le dis parce qu'aujourd'hui, évidemment, on ne va pas parler de tout ça, mais ça vous donne une idée si vous voulez qu'on continue les échanges. C'est qu'on a mené une enquête quantitative réalisée à l'échelle nationale française, représentative de la population, et je tiens à le dire, qui touche les 15-75 ans, donc ce qui nous a permis, nous, d'isoler les 15-24 ans. Et donc, de mettre en avant qu'est-ce qui était vraiment spécifique aux jeunes, que ce soit dans le rapport à la nature, que ce soit dans le rapport... D'ailleurs, on a des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent de l'éducation relative à l'environnement. Et donc, on a pu isoler les tendances, puisque, comme vous le savez, souvent on a tendance à dire que les jeunes sont différents, mais on s'est rendu compte que sur plusieurs points, disons qu'il n'y avait pas nécessairement toujours des différences, du moins chez les jeunes Français et les plus âgés. Et donc, on a complété avec un autre terrain qualitatif pour une quarantaine d'entretiens semi-directifs pour essayer de voir qu'est-ce que la crise sanitaire faisait à l'engagement écologique. Est-ce que ça renforçait? Est-ce qu'il y avait une tentation de radicalisation ou, au contraire, de délitement des mouvements? Donc, les jeunes qu'on rencontre, ce sont des jeunes qui se déclarent, engagés en faveur de l'environnement. C'était dans le premier temps, pratiquement notre seul critère, parce que, bon, je ne vous apprendrai rien, évidemment, mais on sait très bien que l'engagement, depuis très longtemps, n'est pas que dans les mouvements associatifs, mais bien dans le quotidien, de façon privatisée, individualisée. Parfois, des gestes invisibles sont vus par les jeunes comme étant des gestes engagés, alors qu'ils ne sont pas nécessairement visibles de l'extérieur. Alors aujourd'hui, je vais juste rendre compte d'une observation sur, j'ai envie de dire, ce mouvement de surresponsabilisation qu'induit le processus d'engagement chez les jeunes. En fait, on a vu que, vous allez voir, il y a un déplacement, j'ai envie de dire, de certains sentiments, exemple le sentiment de culpabilité ou de honte, qui passe d'une échelle, j'ai envie de dire, plus extérieure à l'individu pour devenir de plus en plus intime. Ce qui pose des questions en termes de quelles sont les problématiques identitaires auxquelles ces jeunes sont confrontés lors du processus d'engagement. Donc, pourquoi je dis processus? J'emprunte la définition à Geoffroy Players, qui, dans le champ de la sociologie de la jeunesse, du moins, fait un peu autorité sur la question d'engagement des jeunes. Players, c'est P-L-E-Y-E-R-S, et donc qui est un chercheur belge, et qui nous donne une définition de l'engagement qui avait attiré notre attention et qui est la suivante. Et je vous la nomme parce qu'elle est quand même importante dans notre travail et ça vous permet de comprendre aussi l'origine un peu théorique de ce qu'on fait. Il nous dit que c'est un processus d'expérimentation créative. Hein, il nous dit que l'engagement, c'est un processus d'expérimentation créative par lequel sont mises en pratique
donc par lesquels sont mises en pratique les valeurs d'un autre monde qu'il met entre parenthèses. Donc, un processus d'expérimentation créative par lequel sont mises en pratique les valeurs d'un autre monde au sein même des associations ou au cours de la vie quotidienne. Donc, un processus d'expérimentation créative par lequel sont mises en pratique les valeurs d'un autre monde au sein des associations ou au cours de la vie quotidienne. Alors, cette définition avait attiré notre attention parce que, comme vous le voyez, dans cette définition, il y a, à mon avis, une espèce de résumé ou de cristallisation de ce qu'on voit en sociologie de la jeunesse, du moins au moins depuis Alain Touraine, c'est-à-dire déjà une espèce d'individualisation des trajectoires des jeunes engagés, hein, des trajectoires plus individuelles, plus privées, plus personnelles, euh, avec cette idée qu'on peut être associé à des mouvements collectifs, mais pas seulement. On peut aussi être dans un mode de vie personnalisé qu'on considère comme être engagé et à la limite jamais exposé. Et en filigrane, il y a une chose importante dans cette définition, c'est que évidemment, l'engagement n'est pas toujours rendu visible. C'est-à-dire qu'on peut s'engager de manière, du moins si on prend les altermondialistes qu'il a étudiés, on peut s'engager apparemment de manière un peu plus privée, en étant un peu plus en retrait du regard extérieur. Alors, ça, c'est important pour nous, d'autant plus que dans cette idée de processus d'expérimentation créative, il y a l'idée que les formes données à l'engagement ne sont pas clairement déterminées. Évidemment, on invente, hein, on inventerait, on innoverait, donc on en parlerait de façon différente, on poserait des gestes innovants, peut-être dans des situations incongrues. Du moins, il y a cette idée d'expérimentation. Et Players met beaucoup l'accent sur l'innovation et donc sur la nouveauté. Et j'ai envie de dire sur le caractère créatif de tout ça. Mais il y a, à mon avis, j'ai envie de dire, un corollaire à tout ça, une conséquence, c'est que innovation ne veut pas dire en absolu validation ou acceptation par les autres. Hein? C'est-à-dire que si vous prenez une forme nouvelle, si vous avez une idée nouvelle, si vous avez un geste qui se veut un peu nouveau, la validation et la confirmation de la valeur de ce geste, ou de cette conviction, cette manière de l'exprimer, n'est jamais garantie. Et donc, ça doit passer l'épreuve du regard de l'autre et de la validation des autres. Et ça me semblait très important, et d'autant plus qu'en sociologie de la jeunesse, l'idée d'expérimentation et de confrontation de ces tentatives d'expérimentation auprès des regards des autres est très, très, très importante. Ça pour dire, par exemple, si vous faites si on va sur la question du genre, par exemple, des jeunes, des très jeunes qui vont faire des tests sur des versions d'eux-mêmes, eh bien, ils sont toujours dans une quête de validation de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qui je suis, etc. Et transposé à l'engagement, on se retrouve dans des problématiques semblables. La nécessité de traverser l'épreuve du regard de l'autre. Du moins, c'est ce qu'on a voulu creuser. On s'est dit, mais ça serait quand même intéressant de creuser cet aspect pour voir, mais est-ce que finalement, ces jeunes, justement, est-ce que c'est une évidence quand ils s'engagent? Est-ce qu'ils trouvent la validation des pairs qui partagent leurs valeurs? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont des difficultés? Et c'est à ça qu'on est arrivé. Et rapidement, du moins, quand on a commencé à lire collectivement les entretiens, il y a quand même tout un champ lexical qui est ressorti. Et je ne sais pas si c'est des choses que j'imagine que vous avez vues par ailleurs, mais on était étonné de voir à quel point il y avait ce lexique de sentiment d'insuffisance, un lexique de sentiment de culpabilité, un sentiment, le mot honte revenait beaucoup, la fatigue, beaucoup de fatigue. Même certains ont quand même parlé d'épisodes dépressifs. Certains nous ont dit consommer des psychotropes, mais pas de façon récréative, mais pour prendre une pause parce que l'engagement leur en demandait trop. Hein. On avait l'impression de... Moi, je retrouvais un peu les enquêtes sur les cadres supérieurs de Nicolas Aubert qui disait qu'il y avait des consommations pour pouvoir réguler un peu le trop-plein, la maximisation du temps. Et donc, on s'est dit, mais ça commence à être intéressant parce qu'il y a quand même, ce que ces jeunes nous disent, c'est qu'ils sont engagés, mais qu'ils rencontrent certaines difficultés. Et donc, aujourd'hui, je vais juste vous parler, entre autres, de la question de la honte et du déplacement du sentiment de honte. Parce que, à mon avis, il y a des étapes que ces jeunes franchissent, pas toujours d'ailleurs, semble-t-il,
et qui montre que la honte qu'ils ont initialement d'être un occidental, d'être un pollueur, d'être associé à un groupe qui est l'Occident, la France ou l'Europe, ne va pas disparaître du fait de l'engagement, mais qu'elle va se déplacer. Alors, la honte de l'occidental, donc, ou la honte d'être un pollueur ou d'être associé à un groupe de pollueurs ou de gens qui ne font rien, c'est bien entendu souvent un déclencheur de l'engagement. Ça, j'imagine, c'est quelque chose qu'on voit par ailleurs. Donc, je vais juste vous lire un verbatim, parce que je vais vous lire 3 verbatims, vous allez voir, pour voir comment la honte se déplace. Donc, première fois, donc Lisa, 20 ans, qui est dans Youth for Climate, et qui nous dit, il y avait, donc elle parle au passé, hein, c'est très important, parce que c'est quelque chose qu'elle a franchi, semble-t-il, il y avait une part de honte par rapport au fait que je fais partie de ces personnes privilégiées, qu'il faut le reconnaître, détruisent le monde avec beaucoup plus d'impact que d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres peuples qui sont plus pauvres. Et donc, peut-être il y a cette notion aussi de culpabilité, de me dire, ben, je vais passer 20 ans de ma vie à provoquer indirectement des guerres, des famines, un peu partout dans le monde. Donc, ça, c'est la honte, j'ai envie de dire, voilà, d'appartenance, qu'on pourrait dire. Hein? Honte d'appartenance, qui est souvent ben, à l'origine de l'envie de s'engager. Or, lorsque les jeunes commencent à s'engager, donc à s'affirmer comme, je pense que quelqu'un qui peut rentrer. Oui, merci. Voilà, je l'ai ajouté. Donc, quand ils commencent à s'engager, donc, ils vont commencer à s'approprier un statut, on pourrait dire, d'écolo. Alors, je le dis comme ça parce que c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans les entretiens. Donc, ce statut d'écolo, j'ai envie de dire, cette étiquette d'écolo. Et là, c'est une question que j'ai parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est seulement en France, est-ce que c'est le contexte français ou est-ce qu'on voit la même chose au Québec? Et là, on nous dit finalement, le fait de devenir écolo, de le montrer à ses amis à l'école secondaire, devient une épreuve et il faut se justifier, il faut se défendre et on en parle comme vraiment une mise à l'épreuve du regard de l'autre. Alors, une autre citation, donc cette fois-ci Martin, 20 ans, qui parle aussi au passé parce qu'il a traversé aussi cette forme de honte. Quand j'étais petit, j'étais honteux d'être écolo. Ou alors, c'était un peu caché. C'était un peu marginal. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire oui, j'ai un engagement écolo. Et évidemment, c'est plus facile pour cette personne parce qu'il s'est construit un réseau de pairs PIRS qui lui permet précisément de passer par-dessus la honte d'être écolo. Ceci étant dit, et Mathias Piscicella va le montrer, je pense, un peu aussi, c'est que c'est jamais terminé parce qu'effectivement, du fait des différents réseaux de sociabilité de ces jeunes, ils se retrouvent très souvent confrontés à des regards qui vont les ramener à cette étiquette d'écolo. Hein, on peut aller marcher avec ses amis de Youth for Climate et ça ne veut pas dire que sa famille ou ses vieux amis d'enfance vont être d'accord avec ça. Et donc, il y a un déplacement de la honte, vous voyez, du fait d'appartenir, donc on s'engage donc par l'action. La honte d'appartenir disparaît parce qu'on peut aller vers une autre chose, c'est cette fois-ci la honte d'être écolo. Et il va y avoir une troisième étape, c'est ceux qui vont justement, j'ai envie de dire, camper pleinement leur statut de jeunes engagés et qui, cette fois, vont pas voir la honte disparaître. Cette fois-ci, la honte va se déplacer au niveau de leur capacité à être cohérent et de leur capacité à être vraiment en permanence à la hauteur de leurs propres convictions. Alors, vous voyez un déplacement d'appartenance à statut, à finalement une honte qui est autour des gestes du quotidien qui sont observés, qui sont regardés, qui semblent mesurés avec beaucoup de réflexivité de la part de certains jeunes. Alors, une autre citation hein, pour voir un petit peu comment ça se décline. Alors, cette fois, c'est Evan, 23 ans, qui nous dit « Je pense qu'il n'y a pas de honte à donner son avis sur une crise. » Donc, vous voyez, lui, il est passé par-dessus l'autre étape. « Je pense qu'il n'y a pas de honte à donner son avis sur une crise et sur des enjeux qui nous concernent personnellement. Après, j'ai fait des erreurs dont j'ai pu avoir honte dans des débats ou même dans des actions où je me suis dit « Merde, ça pollue quand même, mais le fait de mon avis, plus maintenant. » Alors, vous voyez, la honte n'est plus au niveau du statut de qui compte, elle se déplace au niveau finalement de est-ce que mes gestes
ou est-ce que mes actions sont parfaitement cohérentes? Je vous donne un autre exemple, Thomas, 24 ans, et qui nous dit qu'on doit même apprendre finalement à composer avec cette difficulté. Je pense qu'il y a eu un apprentissage par rapport aux émotions et par rapport à moi-même. Et donc, moi, j'ai eu honte d'avoir fait, par exemple, il réfléchit. Bon, écoute, l'enjeu central de certaines discussions, ce n'est pas tellement l'environnement, parce que quand tu parles d'un truc, tu en parles de façon neutre, tu en parles de façon objective par rapport à ton ressenti à la chose. Et moi, j'aurais honte si je partage des choses et que ce ne soit pas constructif. Alors, vous voyez, il y a une responsabilisation de l'individu parce que là, ici, ce n'est pas seulement la responsabilité de ses gestes posés, mais c'est aussi la responsabilité des impacts qui seront produits ou non sur les autres. Et donc, vous voyez, il y a une espèce de surresponsabilisation qu'on peut observer à travers le déplacement de cette honte. Alors, ça se transforme en crédibilité, hein, c'est-à-dire la question de la crédibilité de l'image de soi est très, très, très forte. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des jeunes qui sont engagés, qui se déclarent engagés, mais qui sont très souvent dans des stratégies d'évitement du regard de l'autre. Et nous, on était très, très étonnés parce qu'on s'attendait à avoir des jeunes qui, j'ai envie de dire, entre guillemets, allaient au front. Et ce qu'on a vu, par exemple, sur les technologies de l'information et de la communication, et Mathias, puisque là, on parlera plus que moi après, mais on a vu des stratégies d'invisibilisation partielle des convictions sur Internet, avec des discours du type « je ne vais pas montrer mon engagement parce que je risque de me fermer des portes professionnelles ». C'est ce genre de discours qu'on avait. Et là, on s'est dit finalement, l'expression de l'engagement, elle n'est jamais totale, elle n'est que partielle, et on va utiliser des espaces où on va se mettre plus visible et moins visible dans certains et dans d'autres. Alors, on pourrait se dire que c'est peut-être, on va dire, anecdotique, mais on a quand même posé la question du point de vue quantitatif pour vérifier si ce genre de comportement était voilà, partagé ou non. Alors, quelques chiffres. Là, je vous donne les chiffres pour les 15-24 ans, mais tous ces chiffres sont généralement entre 10 à 20 plus élevés chez les 15-24 ans que chez l'ensemble de la population française. D'accord? Alors, on a posé la question. Donc, c'est une échelle de l'I4-5, hein, donc, vous savez, voilà, de graduation. On leur donnait des affirmations, on leur demandait s'ils étaient d'accord, tout à fait, partiellement. Alors, on leur a demandé. J'ai parfois honte d'exprimer mes opinions sur les enjeux environnementaux. Alors, 33 des 15-24 ans sont d'accord avec cette affirmation. Donc, j'ai parfois honte d'exprimer mes opinions sur les enjeux environnementaux. Alors, quand on recoupe avec des jeunes engagés, ils ne sont pas moins concernés. Hein? C'est ça qui est intéressant. 43 sont d'accord avec lorsque j'exprime mes opinions au sujet des enjeux environnementaux, j'ai parfois peur de la réaction des autres. On se moque parfois de mes opinions au sujet de l'environnement, 39 J'entre parfois en conflit avec d'autres personnes à cause de mes opinions sur la situation d'environnement, 43 Et donc, il y a un certain pourcentage de jeunes qui confirment, j'ai envie de dire, les difficultés qu'affrontent ces jeunes dans le regard de l'autre lors de l'affichage de leur engagement et de leur conviction. Alors, on peut mobiliser un auteur, moi, que j'aime beaucoup, puisque moi, je m'inscris un peu dans les théories de l'hypermodernité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, Nicole Aubert, de Gaulle-Jacques, voilà, sur l'identité. Et je pense que vous voyez un peu, quand je parle du déplacement de la honte, on est dans la tradition d'auteurs comme de Gaulle-Jacques, qui nous parle justement de la honte et qui nous dit ceci, justement. Il nous dit qu'il y a deux types de honte qui sont révélatrices de la société contemporaine. Il nous dit la honte est le signe d'une altération de la reconnaissance sociale, soit du côté de la société, lorsqu'elle frappe d'indignité ou d'exclusion certaines personnes. Donc là, du côté de la société, on est vraiment dans la honte d'être un occidental ou la honte de l'étiquette d'écolo. Hein? Mais il nous dit aussi que cette honte peut être aussi du côté de l'individu, lorsqu'il y a contradiction entre identité prescrite
identité souhaitée et identité requise. Hein? Identité prescrite, souhaitée et requise. Et de Gaulle-Jacques, évidemment, il s'intéresse beaucoup aux conditions sociales de cette, j'ai envie de dire, de ces tensions internes qui animent le sujet contemporain, qui se retrouve aux prises avec ces questionnements et qui doit lui-même, entre guillemets, régler cette espèce d'équilibre difficile à trouver et qui fait qu'on est dans un processus de surresponsabilisation de l'individu. Alors, pour nous, sociologues qui s'intéressent entre autres aux conduites à risque, bon, c'est vrai qu'on se pose la question qu'il y a un terreau, j'ai envie de dire, il y a un terreau fertile pour la dépression, parce que comme on le sait, Alain Ehrenberg le dit depuis très longtemps, que c'est parce qu'on vit dans des sociétés où on surresponsabilise l'individu qu'on peut en arriver à des conclusions de dépression. Et c'est là qu'on se pose ces questions. Alors, voyez, donc, ça voudrait dire que dans le processus d'engagement créatif décrit par Players, il y aurait finalement cette surresponsabilisation qui mettrait quelque part en danger la sécurité ontologique de l'acteur. Là, je reprends Giddens pour ceux qui jouent avec ces théories de Tony Giddens, c'est-à-dire la confiance à sa propre identité. Hein, c'est-à-dire qu'on fait porter le poids de la confiance à sa propre identité dans le quotidien et sur une échelle beaucoup plus intime à travers le processus d'engagement. Quelques remarques générales sur le contexte qui fait qu'on a l'impression que le contexte social va venir amplifier cette surresponsabilisation sur les jeunes engagés. Je vais juste mentionner 3 éléments aujourd'hui. C'est des portes que j'ouvre pour la suite, pour la discussion aussi, parce qu'il y a des sujets que je pense là, il y a des interlocuteurs qui seront grandement bien placés pour rebondir sur tout ça. Bon, il y a la question de l'authenticité. Hein, c'est-à-dire qu'on demande aux jeunes, finalement, c'est bon, c'est quoi être engagé, etc. Et à un moment donné, on pose cette question que j'ai mentionnée rapidement en introduction. On leur dit, mais est-ce que liker une information en ligne, c'est être engagé? Alors là, évidemment, toutes sortes d'arguments ressortent, mais ce qui ressort en général, c'est qu'il y a un inconfort du fait, tout simplement, que derrière le like, on ne peut pas vraiment évaluer qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, le like, OK, la personne a liké un contenu, j'ai envie de dire, à forte conviction, qui est de dénonciation, très bien. Mais le problème, c'est que dans les discours des jeunes, on voit bien que on ne peut pas savoir exactement qui est la personne et où elle se situe. Et on a des images du type, mais oui, mais la personne est peut-être avachie dans son sofa en train de consommer de la junk food et en même temps, elle clique sur du contenu. Et c'est cette question d'authenticité qui revient en permanence derrière tout ça. Alors, là, je n'ai pas la réponse, mais ça pose quand même une question sur peut-être une pression, j'ai envie de dire, qui encourage la transparence, c'est-à-dire de rendre visible cette espèce d'authenticité ou de cohérence entre l'identité prescrite, souhaitée et requise. Alors, ça pose la question de l'affichage et de comment on va rendre visible tout ça dans des rapports qui se veulent horizontaux, et ça, Mathias Piscoda en discutera un petit peu plus tard. Deuxième chose intéressante aussi, et ça, je me demande aussi si c'est la même chose au Québec, c'est que les jeunes de l'enquête ont quand même beaucoup parlé que le fait d'être jeune renforçait le sentiment d'exigence envers eux-mêmes. C'est-à-dire, le fait d'être jeune, pour eux, c'est partir à moins 40, pour le dire un peu crûment. Notre parole est dévalorisée. En tant que jeune, on n'est pas entendu. On est considéré comme étant immature. Je vous donne peut-être une petite citation de Marc, 22 ans, qui dit il y a ce double jugement, à la fois de par le discours qui est mené, c'est-à-dire autour de la crise climatique et sociale, et du fait qu'on soit jeune. Et que donc, en étant jeune, il y a toujours ce jugement. Ah, l'immaturité, l'insouciance. Donc, j'ai une peur de ne pas être assez exigeant envers moi-même. Quelle pression. Et de ne pas être assez précis quand je parle. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, on en arrive à des choses encore plus précises, c'est-à-dire qu'il y a une exigence même dans la manière de s'exprimer. Et pour tout vous dire, quand on s'est intéressé aux jeunes sur l'expression sur les réseaux sociaux,
le sentiment de légitimité, pour la plupart, n'était pas assez, j'ai envie de dire, construit pour pouvoir prendre la parole. Nous, on s'attendait à des jeunes qui allaient déferler sur les réseaux sociaux et dire ce qu'ils pensaient, mais on a vu tout à fait le contraire parce que beaucoup ne se sentent pas légitimes, en fait, du fait de la peur de devoir continuer à débattre, à s'exprimer et d'être pris en faute. Hein, toujours cette question du regard des autres. La troisième remarque, c'est la question du rapport à la nature. Bon, évidemment, là, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est très, très important dans la construction de l'identité environnementale. Je pense que tout le monde connaît Susan Clayton, etc. Bon. Mais ce que je voulais juste avancer, c'est que, évidemment, on a procédé par analyse inductive, donc hein, pour essayer de voir qu'est-ce que vraiment le discours disait pour échapper un peu à notre cadre théorique. Et c'est vrai que rapidement est apparu deux types de nature. Mais bon, ces deux types de nature qui, après, dans la littérature, on a bien vu que c'était écrit par ailleurs, mais une nature plus intime, donc hein, la nature de la randonnée chez grand-maman, la nature du jardin, la nature du camping avec les amis, la nature du quotidien, une nature intime. Mais quand on lisait les entretiens, on se dit, mais ils utilisent le mot nature tout le temps, mais ils ne disent pas toujours la même chose. Ils ne parlent pas toujours de la même chose. Et des fois, ils étaient dans un autre registre qu'on a appelé une nature globale. Donc, la nature de la biodiversité, des écosystèmes. Il y en a qui nous disaient de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Une nature qui ne s'approprie pas directement par les sens. Hein, c'est une nature un peu plus théorique, abstraite. Et après, quand on voit chez les auteurs, comme par exemple Armut Rosa, qui a beaucoup travaillé sur la question du temps et de la résonance, il nous parle justement du rapport à la nature sous le signe de la maîtrise intellectuelle, bon, qui est quand même juste, j'ai envie de dire, la suite logique de la modernité avancée, avec un rapport voilà, très de maîtrise de la nature. Mais il nous sensibilise au fait que la maîtrise intellectuelle est devenue un des enjeux du rapport à la nature. Et on s'est posé la question, mais pas la réponse, mais peut-être que la réponse existe, c'est qu'on s'est demandé, étant donné que les jeunes qu'on rencontre sont de classe moyenne ou en moyenne supérieure, et qui sont quand même la plupart du temps lancés dans des études, même eux, ils ont des réticences parfois à parler parce qu'ils considèrent qu'ils ne maîtrisent pas intellectuellement tout ou suffisamment pour pouvoir afficher leurs convictions. Alors, on s'est posé la question, si dans certains milieux où cette maîtrise intellectuelle relevait moins de l'évidence, si ce n'était pas justement un frein. Et là, ce serait vraiment le fait qu'on a un rapport vraiment, plus théorisant à la nature qui fait que ça ralentirait peut-être la volonté de s'engager, de s'afficher, d'afficher son engagement. Hein, parce que vous voyez bien que ce qu'on voit, c'est que finalement, ce n'est pas des jeunes qui ne sont pas nécessairement convaincus, mais c'est des jeunes qui, pas nécessairement, vont s'exprimer. Quand même, ici, une petite différence. Alors voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais laisser la place à Mathias Psychoda. Je vais juste terminer en disant que c'est une invitation pour nous à voir l'engagement comme une forme de performance. Performance dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire performance dans le sens de l'excellence. Hein, c'est-à-dire qu'on se rend compte quand même qu'il y a peut-être une norme de l'excellence à atteindre qui fait que certains vont peut-être dévier de l'avancée dans un processus d'engagement créatif. Et performance au sens de performer, c'est-à-dire de la nécessité d'exister à travers l'action. Donc, je vais vous dire clairement qu'est-ce que j'entends par là ici, c'est qu'on se rend compte dans les entretiens que les jeunes n'ont pas du mal à dire « je fais » ou « je pose des gestes engagés ». Mais ils ont beaucoup de mal à dire « je suis engagé ». Et donc, on finit par se demander, mais finalement, est-ce qu'on peut parler d'engagement en tant que personne engagée ou est-ce que ce serait plus réaliste et que ça correspondrait plus au terrain de dire qu'il y a des jeunes qui performent une identité de jeunes engagés dans des situations précises. Et là, si on recoupe ça avec les théories sur l'identité situative, c'est-à-dire que finalement, c'est beaucoup plus aujourd'hui, selon certains théoriciens comme Rosa, encore une fois, la situation qui détermine qu'est-ce qu'on va décider de montrer de sa personnalité. Alors là, à partir de là, on se dit, oui, bon, finalement, il
il y aura toujours une possibilité de réhiérarchiser, vous avez compris. Donc, voilà. Donner une nouvelle hiérarchie, pas plus facile, aux valeurs. Et là, les enquêtes sur l'écologie et le voyage le montrent, hein, c'est-à-dire que vous avez beau avoir des convictions, une fois que vous êtes parti, si, je vais te dire comme ça parce qu'on l'a vu dans des entretiens, mais si c'est l'Aïd et on décide de tuer l'agneau pour vous, même si vous êtes végétarien, il se peut que vos convictions dans la situation, voilà, vous les échappiez parce que dans votre hiérarchie des valeurs, va être revue à l'aune de la situation. Donc, voilà. Donc là, on pourrait par la suite parler des tendances qu'on a vues, mais ça va être seulement des ouvertures. C'est-à-dire que dans ce cas, il faut être soit dans un processus de déculpabilisation, hein, pour ne plus avoir honte, et donc, mais ça va de pair avec le fait de ne pas être en permanence engagé et de donner des nouvelles hiérarchies aux valeurs en fonction des situations. Ça peut être vous aussi, mais là, c'est qu'une ouverture que je fais parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ça peut être aussi de chercher, j'ai envie de dire, une scène d'exception pour performer l'acte engagé, parce qu'on l'a vu, étant donné la crise sanitaire, beaucoup de scènes, j'ai envie de dire, sociales sur lesquelles on peut performer des actes engagés, ben, sont disparus. Ce qui a montré la limite des réseaux sociaux, hein, parce qu'on aurait pu dire, ces jeunes, ben, ils peuvent montrer leur engagement sur les réseaux sociaux, mais pour certains, c'était vraiment visiblement pas suffisant. Et donc, on a vu des jeunes qui nous ont dit dans les entretiens, j'ai changé de registre d'engagement, hein, dans le féminisme ou vers d'autres registres. D'autres, au contraire, on dit, on va préparer quelque chose de plus important. Hein? Et là, on est sur un autre registre. On a vu quand même une tendance, j'ai envie de dire, à une certaine forme de radicalisation chez les jeunes et d'autres jeunes qui, par ailleurs, veulent se dissocier d'eux. Alors, on se pose la question actuellement dans l'analyse d'un délitement un peu du mouvement général entre ceux qui, évidemment, ont tendance à la radicalisation et d'autres qui voudraient s'en départir. Et d'autres, finalement, et ça, c'est une voie qu'on explorera, sur le corps, hein, parce que beaucoup de jeunes, évidemment, se replient sur le corps comme scène d'engagement. C'est-à-dire que c'est la transformation du rapport au corps qui compte, hein, que ce soit l'alimentation qui est le plus évident, mais aussi l'hygiène, même des pratiques, j'ai envie de dire, de confort ou d'inconfort qui renvoient à des formes d'ascèse. Et ça, c'est quelque chose qu'on va creuser, je pense, dans les prochaines années, parce qu'on est une étudiante qui va travailler là-dessus. Voilà, je m'arrête ici et je vais laisser la place à Mathias Psychologue pour nous parler de son terrain qui est beaucoup plus axé sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, hein, pour votre attention. Merci. Ok, bonjour à toutes et à tous, hein. Merci d'être présents virtuellement ou de manière physique. Je vais pas refaire un peu, je vais détailler un petit peu plus ma présentation pour vous situer un peu le contexte de ma thèse, des jeunes que j'étudie. Donc, c'est vrai que j'étudie l'engagement écologique des jeunes à l'ère du numérique, et plus particulièrement, je m'intéresse en fait aux questions de réputation, aux questions de présentation de soi, aux questions de mise en visibilité, au contraire de mise en invisibilité de ces pratiques dans des communautés à la fois en ligne et aussi en ligne. Donc pour ça, j'étudie les jeunes de Youth for Climate en France, quelques-uns de ces groupes en France. Donc, pour commencer cette conférence, hein, j'aimerais débuter sur une citation qu'on peut garder en tête, puisqu'elle va servir un petit peu de fil conducteur à cette présentation, qui est une citation de Jacques Llyon, sociologue spécialisé dans les questions de l'engagement contemporain, qui explique que l'estime de soi serait au centre des mobilisations contemporaines de la part d'individus toujours menacés d'humiliation. L'estime de soi serait au centre des mobilisations contemporaines de la part d'individus toujours menacés d'humiliation. Pour mon travail, j'ai choisi une approche 100% qualitative, hein, pour comprendre plus en profondeur ce mouvement, pour comprendre de manière plus intime ces communautés, à travers une question qui va être comment les jeunes de ce mouvement, hein, qui sont engagés dans Youth for Climate, arrivent-ils à gérer ces différentes réputations dans les communautés à la fois en ligne et hors ligne. Donc, je précise, bien sûr, c'est un terrain spécifique à la France et qu'on aimerait confronter avec les questions qui peuvent se poser effectivement au Québec.
Donc, juste en termes de définition, j'appelle réputation avec par exemple, on va dire deux théories principales qui voudraient que la réputation soit avant tout sociale, dans le sens où elle doit être à la fois partagée et validée. Elle est aussi mouvante et plurielle. Et réputation aussi comme un objectif social pour l'individu qui serait à atteindre, un objectif à atteindre. Au niveau de mes outils utilisés, donc, comme l'a dit Jocelyn, j'ai réalisé une soixantaine d'entretiens semi-directifs que j'ai choisi de croiser avec une ethnographie en ligne, donc faire de l'observation en ligne sur Discord, le réseau social sur lequel ces jeunes Climate s'organisent, afin de pouvoir confronter à la fois le discours, mais aussi les pratiques. Discours donc, par les entretiens et les pratiques par l'observation, confronter toutes ces données les unes avec les autres. Donc j'ai réalisé à peu près, comme je dis, 60 entretiens semi-directifs et j'ai à peu près fait 3 mois d'observation sur Discord. L'échantillon des jeunes que j'ai pu interroger est relativement homogène, puisqu'ils partagent une expérience commune, c'est-à-dire qu'ils ont tous entre 14 et 17 ans, ils sont tous engagés dans l'écologie. Ils font un lien fort entre l'usage du numérique et leur engagement. Ils doivent être aussi membres de Youth for Climate et utiliser Instagram et Discord. En termes de présentation de mes résultats, qui sont, bien sûr, je suis en cours d'analyse des résultats, donc c'est des travaux qui restent très largement ouverts à la discussion et à la critique. J'aimerais présenter 3 grandes parties, avec tout d'abord une description du mouvement, puis la question des visibilités et de l'exposition de son engagement, et à la fin finir sur la question du risque, qui est revenu quand même très grandement dans les entretiens et dans l'observation. Donc, au niveau du mouvement, Youth for Climate, c'est un mouvement qui se veut horizontal, qui se veut autonome, mais ils sont aussi non hiérarchique et non violent. C'est des idées vers lesquelles les jeunes essaient de tendre au maximum pour se donner cette réputation-là. C'est un mouvement qui est découpé en plusieurs échelles. Une première échelle qui est nationale, qui va donner des directives en fait, aux groupes locaux. Donc des groupes locaux qui vont être composés généralement, qui vont représenter des grandes villes ou alors des régions dans lesquelles ils se situent. Donc le groupe national va donner des directives tant dans les orientations de mouvement, mais aussi sur les informations plus pratiques. Et pourquoi j'introduis le mouvement comme ça? Parce que finalement, certains jeunes se retrouvent à la fois engagés dans leur groupe local, mais aussi dans le groupe national. Ce qui fait qu'ils sont identifiés par les autres comme des sortes d'acteurs tampons qui vont synthétiser, traduire les informations d'un groupe à un autre, et ce qui va leur donner la figure, la réputation de traducteurs et de synthétiseurs de ces données d'une échelle à une autre, pour une meilleure fluidité, pour une meilleure transmission de l'information et une meilleure organisation inter-groupe. Dans ces groupes locaux, peut contenir Discord, il y a différents salons de travail. Salons de travail qui sont censés diviser en fait, les tâches et la répartition de ces travaux au sein du mouvement. Donc on a par exemple le salon de travail relations avec la presse, le salon de travail mobilisation, stratégie, informatique, graphisme, communication, etc. Tout un tas de tâches rigoureusement réparties dans les salons. Où là, les jeunes, il y a quand même une notion d'autonomie dans leur engagement, vu qu'ils peuvent s'engager selon les compétences qu'ils ont, mais à la fois selon les besoins du groupe de chaque salon et de chaque mouvement, on va dire, de chaque groupe local. Donc, dans ce mouvement, où les socialités sont très puissantes, finalement, certains parlent même de seconde famille, une seconde famille au sein de ces groupes. Dans ce mouvement, je vais revenir sur deux caractéristiques sur lesquelles les jeunes essaient d'insister particulièrement. La première, c'est sur la question du genre. Donc, c'est-à-dire que les jeunes vont essayer d'être au maximum inclusif dans l'image qu'ils renvoient. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de lisser au maximum l'image genrée de ce mouvement. Il y a tout un tas de stratégies en place pour essayer de répartir la parole au mieux, de répartir les tâches au mieux, mais finalement, dans les discours de certains jeunes engagés, notamment certaines jeunes filles, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe que cela, que cette image qu'ils peuvent envoyer, notamment dans cette répartition des tâches et dans les formes que peut prendre l'engagement. Donc, répartition des tâches, c'est-à-dire que les filles, de ce que j'ai pu comprendre dans leur discours et dans les observations, sont beaucoup plus amenées à s'occuper des tâches administratives, tâches de gestion. Mathilde, 16 ans, me parle du petit travail pénible mais nécessaire à l'organisation d'événements, alors que les garçons vont être dans des formes d'engagement beaucoup plus expressives, beaucoup plus ostentatoires, beaucoup plus physiques, c'est-à-dire se mettre en premier rang dans les manifestations,
aller crier, aller gueuler dans les rassemblements, à se surresponsabiliser, alors que finalement, d'après le discours des filles que j'ai pu adopter, responsabilité qu'ils n'assument pas toujours. Donc malgré ces tentatives de ne pas reproduire certains schémas de domination sociétaux, des logiques persistent et on va dire, ce sont des logiques qui sont critiquées par certains membres du mouvement. Un deuxième aspect sur lequel j'aimerais revenir dans cette description de mouvement et dans cette image que le mouvement s'est envoyé, ça va être la limite un peu du modèle démocratique, dans le sens où Grégoire, 17 ans, nous parle de fausse horizontalité ou de hiérarchie cachée. Donc, on parle de fausse horizontalité et de hiérarchie cachée. Selon lui, mais c'est quelque chose qui est partagé même assez majoritairement en groupe, certains modérateurs de ce réseau social qui est Discord, dans ces groupes, ou certains militants les plus expérimentés, les plus anciens, finissent par avoir une connaissance du mouvement, une connaissance du réseau, une connaissance du fonctionnement global qui leur permet d'avoir plus de responsabilités et un niveau hiérarchique et un niveau de droit suffisant pour finalement gérer les groupes locaux et le groupe national en termes de décision dans le mouvement. C'est un phénomène qui est plutôt accepté. Une fois que les gens ont conscience de ça, ils acceptent plutôt cette réalité, parce que c'est quelque chose qui fluidifie le mouvement, qui permet une meilleure organisation. Mais la critique qui se trouve au niveau de l'image qu'ils ont envoyée, dans le sens où les jeunes modérateurs m'ont avoué et m'ont expliqué en fait, vouloir recruter le maximum de jeunes avec cette image qu'ils renvoient du modèle horizontal, du modèle démocratique du mouvement, ou du modèle autonome où il n'y a pas de hiérarchie. Mais la critique se situe à ce niveau-là, puisque la réalité, encore une fois, est plus complexe que l'image qu'ils renvoient. Donc, finalement, on trouve des inégalités à la fois dans les responsabilités engagées, mais aussi dans les hiérarchies de ce mouvement. Donc, pour ces groupes de modérateurs, pour ces groupes de militants expérimentés, ces anciens militants, ils ont un engagement très dense, très important dans le mouvement, et ça va occuper une grande partie de leur vie. Ça peut être très chronophage, au point que beaucoup d'entre eux vont comparer leur engagement à un travail. Donc, comparaison avec leur engagement à un travail, avec un champ lexical qui est retrouvé au niveau des mots de la sémantique. Donc, certains me parlent de job, de taf, de collègue, faire tourner la machine, de vie professionnelle, de management d'équipe, de programmer des réunions, tout un tas de termes qu'on retrouve dans le monde professionnel, alors que c'est un monde, encore une fois, temps bénévole pour ces jeunes. Avec même pour les plus engagés, le sentiment, là aussi, je en ai parlé, le sentiment d'épuisement face à cette surcharge de travail. Le sentiment d'épuisement, le sentiment d'être dépassé, d'être débordé, le sentiment d'être fatigué. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils vont passer des nuits blanches dans la veille de manifestation à cause de toute l'organisation, toute la pression qui règne à ce niveau-là. Sacrifier du temps de sommeil, sacrifier du temps d'études, sacrifier du temps familial. Un des jeunes d'ailleurs que j'ai pu rencontrer m'explique qu'il est capable de sacrifier on va dire, du temps de travail scolaire au profit par exemple, d'engagement, de temps d'organisation de manifestations, etc., quitte à sacrifier son dossier scolaire pour son engagement écologique. Je veux dire, presque comme pour moi, en gros, qu'il est capable de sacrifier son avenir personnel, professionnel, en sacrifiant du temps scolaire de travail, pour favoriser on va dire, un futur commun plus meilleur, on va dire, un meilleur futur commun au nom de l'écologie. Donc pour revenir à ce sentiment d'épuisement, à cette surcharge de travail, on peut se demander si finalement cette figure du militant qui se surinvestit, qui se surengage à la fois personnellement et professionnellement, pour reprendre leur terme, on peut se demander si ce n'est pas un objectif social atteint, cette figure, pour être reconnu comme un militant finalement très engagé. Ce n'est pas une des caractéristiques de reconnaissance pour passer pour le militant très engagé dans le mouvement. Mais aussi, on peut se demander si ce n'est pas une réponse à l'injonction moderne de dépassement de soi et de performance. Quoi qu'il en soit, cette forte comparaison au travail dans le mouvement, elle est retrouvée dans des formes encore plus radicales, plus intenses, on va dire, dans certains cas, où les jeunes vont parler dans leur discours de leur engagement avec on retrouve des formes de militarisation, voire même de religiosité dans leur discours et dans leur pratique aussi. Dans le sens où certains vont parler en termes militaires, dans leur discours, on va retrouver des mots tels que le QG de combat, la guerre de la visibilité, les profiteurs de guerre, des stratégies contre un ennemi commun, peut-être la police, l'État, une industrie, etc. Et d'autres en termes de religiosité,
vont exprimer en fait le besoin de prêcher la bonne parole, le sentiment du devoir du devoir de faire le bien, d'être du bon côté, de convertir à l'écologie comme une religion. Donc finalement, tout un tas de discours qui expriment un virage un petit peu de radicalisation du mouvement, une forme de polarisation du mouvement entre les plus soft et les plus engagés, et les plus radicaux, que à la fois les groupes locaux, mais que le groupe national va suivre de manière générale. Une polarisation, un délitement de ce mouvement à ce niveau-là. Puisque au final, certains jeunes m'expliquent qu'au cours du temps, ils ont constaté l'inefficacité de certaines actions de sensibilisation, que peuvent être les manifestations non violentes, les ramassages de déchets, d'autres modes d'action, qu'ils ont commencé à remettre en cause, puisqu'ils ne trouvaient pas l'efficacité recherchée, pour se radicaliser à la fois dans leur discours, mais aussi dans leurs actes, avec notamment le début de la désobéissance civile, le début de pratique de désobéissance civile, et qui passe en partie par des collaborations avec Extinction Rebellion, qui je pense que vous connaissez, qui est plus radical que Youth for Climate. Donc, radicalisation que, pour le coup, le Covid n'a fait qu'exacerber, puisque les actions légales n'étaient plus permises. Beaucoup de jeunes se sont orientés vers les actions illégales à ce niveau-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que finalement, ce changement, ce virage, on va dire, dans les pratiques et dans les modes d'action de ce mouvement, a provoqué un changement dans la réputation et dans l'image que pouvait renvoyer le mouvement. Et ce changement d'image a provoqué, on va dire, chez certains jeunes, l'envie de se retirer un peu du mouvement, quitte même à le quitter, parce qu'ils ne voulaient pas que le public à qui ils vont faire face, ils ne voulaient pas que ce public-là associe leur image à l'image du mouvement, qui devenait plus radical, qui devenait plus extrême. Donc, ce qui amène à parler finalement de mon deuxième résultat, qui va être la mise en visibilité ou l'invisibilisation de son engagement et de ses pratiques. Mise en visibilité qui contient plusieurs échelles, à la fois individuelles et collectives, pour plusieurs stratégies de mise en visibilité et plusieurs techniques de communication qui seront associées. Donc là, je vais parler un petit peu moins du réseau social Discord, qui va regrouper dans les groupes locaux et nationaux uniquement, on va dire, des spécialistes dans l'écologie, des militants. Mais j'ai parlé un peu plus des réseaux un peu plus larges, comme TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, etc., qui regroupent dans des cercles de sociabilité beaucoup plus larges, beaucoup plus, on va dire, non spécialisés dans l'environnement. Au niveau individuel, chez les jeunes, on retrouve l'idée de vouloir associer leur identité personnelle, leur image qu'ils renvoient sur leur profil aux publications de Youth for Climate, donc en repartageant des publications, en faisant de la communication à ce niveau-là. Mais on se rend compte que les jeunes vont utiliser uniquement, pour la plupart, des espaces, on va dire, qu'on ne peut pas trouver directement sur un profil. C'est-à-dire les stories, par exemple, sont des espaces éphémères qu'il va falloir aller chercher sur leur profil pour voir qu'ils sont écologiques. Il y a une démarche à faire pour. C'est pas quelque chose qui va apparaître de prime abord sur leur profil qu'ils sont engagés pour l'environnement. Lucas, 15 ans, m'explique qu'il ne veut pas gâcher le travail d'esthétisation de son feed, donc de son profil, par des publications écologiques. Nicolas le rejoint, Nicolas, 15 ans, qui veut rendre propre, qui veut cleaner son profil, qui ne veut pas polluer son travail d'esthétisation de son profil à travers des publications, à travers la publication de contenu écologique. Parce que selon eux, dans les discours que j'ai pu recueillir, c'est leur profil va finalement devoir correspondre à quelque chose qui les définisse au long terme, qui les définisse comme stable stable dans leur identité. Donc là, on voit bien, pour citer Chloé, 17 ans, qui explique que n'importe quelle publication permanente fait partie de la personne, donc sur le profil. Mais, à côté de ça, Tom, 17 ans, va nous dire que cacher son engagement, c'est comme cacher une partie de son visage. Donc là, on voit bien qu'il y a une tension qui se joue entre la volonté de s'exprimer, d'exprimer son engagement, d'exprimer qu'on est engagé dans l'écologie. Mais en même temps, par rapport à ça, les normes, on va dire les normes qui sont associées aux réseaux sociaux de qu'est-ce que je peux me permettre de publier en contenu permanent, qu'est-ce que je peux me permettre d'afficher de prime abord sur mon profil ou non. Est-ce qu'une publication écologique va faire beau, va faire laid dans mon profil? Est-ce que ça va être accepté par les autres? C'est une sorte de question que les jeunes se posent. Puisque finalement, les publications écologiques sont pour la plupart un problème, un événement situé dans l'espace-temps, quelque chose de localisé, éphémère, un appel à manifestation par exemple, qui ne rendrait pas bien sur leur profil, dans le sens où ils seraient obligés de le réactualiser, de supprimer la publication, de faire tout un travail d'esthétisation supplémentaire que celui qu'ils ne font déjà. Donc ces jeunes, finalement, vont opérer un découpage de leur visibilité très minutieux sur leur profil
pour devenir de véritables gestionnaires de leur visibilité en ligne. Et ils vont utiliser donc, dans ces espaces que sont les réseaux sociaux des sous-espaces, comme les stories, un espace éphémère, qui va durer que 24 heures, pour exprimer leur engagement écologique. Et dans ce cas-là, les comptes collectifs, donc les comptes sur les réseaux sociaux de Youth for Climate, donc Youth for Climate Bordeaux, Paris, France, etc., vont trouver un fort engouement, puisqu'ils vont permettre peuvent servir de paravent pour les jeunes, dans le sens où ils vont pouvoir exprimer leur engagement sans engager leur monde personnel, leur identité civile. Donc sur ces pages collectives, seconde échelle finalement d'exposition de son engagement, les jeunes vont pouvoir exprimer leur engagement à travers ce processus de création, ce processus de publication de contenu, et de gérer en fait, les interactions qui vont pouvoir découler de ces publications, donc les commentaires, les messages privés, etc. Donc encore une fois, on retrouve tout un tas de techniques de communication pour attirer l'œil sur la page, sur les publications que les jeunes proposent. Ils me comparent leur page Instagram collective à la vitrine moderne du mouvement, qui doit être agréable, qui doit être cohérente dans sa visibilité. Donc, il y a plusieurs sortes de techniques pour aménager sa vitrine, pour le coup, sa vitrine virtuelle. Tout un tas de techniques que les jeunes utilisent, comme par exemple utiliser toujours le même filtre photographique, utiliser toujours le même type de contour autour des photos, alterner texte et photos. On va dire, il y a aussi d'utiliser des heures stratégiques de publication, associer les bonnes couleurs selon la saison à laquelle on publie. Tout un tas de choses, utiliser beaucoup l'humour aussi, par exemple. Tout un tas de choses qui peuvent répondre aux attentes des personnes qui les suivent, des jeunes qui les suivent. Un des jeunes parle même de créer la fabrique de l'attention. Et là, c'est fort, la fabrique de l'attention sur ces pages collectives. Donc finalement, à travers ces deux échelles que j'ai pu présenter, on se rend compte que les jeunes développent une certaine expertise de leur visibilité, un certain savoir-faire de leur visibilité, et que malgré ce travail qui peut être très minutieux, très poussé des fois, ces jeunes s'exposent à des retours négatifs, s'exposent à des critiques, comme on l'a un peu présenté. Donc, ce qui m'amène ces jugements, ces différents jugements, ces critiques, amènent à des peurs, à des craintes, mais aussi à des risques chez les jeunes. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer cette présentation en vous parlant un petit peu des différents risques que peuvent subir ces jeunes à travers l'exposition de leur engagement. Donc, hormis les risques physiques qui ne concernent pas vraiment pour le coup les réseaux sociaux, dans les risques physiques, premier type de risque, on a pu retrouver des situations de harcèlement ou d'intimidation physique, où un des jeunes me raconte que lors d'une manifestation, il a voulu recruter d'autres jeunes dans d'autres lycées, mais s'est fait jeter des cailloux et des mégots de cigarettes. C'était la réponse de notre jeune. Ou encore des types de violences policières aussi, mais plutôt dans les actions de désobéissance civile, où certains jeunes me parlent de matraques, d'utilisation de gaz lacrymogène ou encore de flashball, utilisation de flashball de la part des forces de l'ordre. Maintenant, en termes de risques moraux, deuxième type de risque, les risques moraux, notamment sur les réseaux, ou des choses qui sont, on va dire, exacerbées sur les réseaux, avec tout d'abord le risque de stigmatisation, on en parlait aussi un peu tout à l'heure, les risques du coup d'être étiqueté comme écolo, d'être vu et de se sentir perçu différemment par l'autre qui peut être à la fois son camarade, son ami, un membre de sa famille, de se sentir jugé et discriminé à cause de leur engagement. Donc là où certains peuvent même invisibiliser leur pratique engagée pour ne pas avoir à subir cette stigmatisation. Un autre type aussi de risque moral va être l'intimidation ou le harcèlement moral, avec des moqueries, des commentaires de réflexion déplacés. Certains vont parler de vagues de haine qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux, en particulier les responsables de la communication sur les pages collectives. Où là, pour le coup, j'ai un exemple très concret de plusieurs jeunes qui me parlent de leur engagement, on va dire leur engagement scolaire, où ils ont affaire à tout un tas d'acteurs qui vont venir au lycée, les intimider, les harceler au niveau de leur engagement. Donc ça passe à la fois par leurs camarades de classe, donc chose qu'on a déjà vu quelque part dans les relations qu'ils peuvent avoir avec les autres, les camarades de classe qui vont se moquer, qui vont les harceler, qui vont les insulter sur les réseaux ou autres, même des fois se prendre des formes physiques en classe. Mais quelque chose de plus étonnant, ça peut aussi passer par les professeurs, les enseignants, où nombre de jeunes ont pu nous raconter que leurs professeurs ne partageaient pas leurs idéaux écologiques.
et qui ont pu, du coup, les humilier en cours, qui ont pu baisser, enfin, dans leur discours, baisser leurs notes à cause de leurs idéaux écologiques. Moi, il y a toujours cette peur d'exprimer son engagement pour son dossier scolaire, pour les notes qu'il peut avoir, pour les commentaires qu'il peut recevoir dans leur dossier. Et un dernier type d'acteurs qui va être tout ce qui concerne la direction, donc les chefs d'établissement, les CPE, ce qu'on appelle les CPE en France, etc., qui là vont avoir des politiques pour bloquer certaines actions écologiques des jeunes, certaines envies de faire des actions comme le tri sélectif de déchets, instaurer certains jours végétariens à la cantine, etc. Enfin, un dernier type de risque que j'ai pu relever, c'est le risque réputationnel. Donc, le risque qui se joue au niveau des différentes réputations de ces jeunes. À commencer par un risque, un des jeunes nous explique le risque d'être déclassé socialement dans son groupe de pairs. Il a peur en fait de passer pour quelqu'un de chiant, pour quelqu'un de pas cool. Il a une peur de perdre ses amis lorsqu'il exprime son engagement. Mathilde, 27 ans, se demande si son groupe de pairs va l'accepter si elle exprime son engagement écologique. Et une des interprétations que j'aimerais proposer ici, c'est que les jeunes vont finalement peut-être être en situation de décalage. Ils vont vivre une situation de décalage. Décalage dans le sens où, par leur engagement, ils vont se sentir responsables, ils vont se sentir responsables de devoir agir, de devoir sensibiliser l'autre, sensibiliser leurs amis, sensibiliser des inconnus, des connaissances, dans des espaces-temps qui sont peut-être réservés à des moments plus cool entre jeunes, entre ados, des moments de détente, des moments où il faut bien flâner en famille. Mais sauf que les jeunes engagés vont avoir le sentiment d'une sorte d'obligation morale de devoir sensibiliser les autres. Et les autres selon eux, les autres vont associer un petit peu cette pratique écologique à un monde adulte, dans le sens où c'est un ensemble de responsabilités associées au monde adulte. Donc devoir gérer un mouvement, gérer un budget, organiser des actions, et se confronter à la vie politique de la commune, fréquenter différents mondes d'adultes. Donc finalement, c'est responsabilités associées à un monde adulte et qui est introduit dans un espace-temps d'ado qui va créer du coup, cette situation de décalage qui va être on va dire, source de risque pour les jeunes de sa réputation. Un dernier type de risque qu'on peut évoquer dans les risques réputationnels, ça va être le risque de la surveillance en ligne, où là, certains jeunes vont avoir peur quand ils engagent leur nom en ligne, de laisser des traces, donc des traces à la fois pour leur casier judiciaire, pour les plus radicaux, hein. Une certaine peur que celles qui sont sur écoute, une certaine peur pour leur casier judiciaire, pardon, mais aussi un risque pour leur avenir professionnel, dont je parlais tout à l'heure, où des traces vont être laissées en ligne. Donc, des futurs employeurs, ils ont peur que certains futurs employeurs pourraient retrouver ces traces et cela pourrait leur fermer les portes professionnelles à ce niveau-là. Valérie, 17 ans, nous explique ne pas vouloir exprimer son engagement en ligne de manière personnelle afin de ne pas abîmer son dossier scolaire. Donc, on peut se demander comment ces jeunes, finalement, arrivent à gérer ces différents risques liés à ces différentes expositions de réputation, ces différentes expositions de leur engagement. Là, pour le coup, on va dire le numérique joue un rôle relativement important dans le sens où il permet de procurer un sentiment de sécurité provoqué par l'anonymat que les plateformes peuvent permettre avec l'utilisation de pseudo, l'utilisation de comptes collectifs, donc pas engager son nom personnel dans le Pour finir, j'aimerais juste revenir sur deux exemples de tension, on va dire, deux exemples de tension entre réputation militante et entre différentes réputations. Une première une tension entre réputation militante et réputation professionnelle, où Mélanie, 17 ans, nous explique une anecdote, nous raconte une anecdote lorsqu'elle faisait le télétravail. Donc, elle explique. Une fois, j'étais en stage professionnel qui acceptait le télétravail et j'ai voulu participer à une manifestation pour le climat un vendredi qui était à Paris, elle n'habitant pas à Paris. Le truc, c'est qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, les gens ils peuvent savoir où tu es, quand tu es, et je ne savais pas trop ce que mes collègues pensaient de l'écologie. Ah oui, parce que j'étais en public, genre mon compte Instagram était accessible à tous. Du coup, j'ai dû me mettre en privé parce que j'avais dit à mes collègues que je télétravaillais vendredi, alors je suis parti à Paris pour manifester. Il fallait pas qu'ils voient les stories que j'allais mettre pour mes amis écolos, alors que j'étais censé travailler chez moi. Je n'avais pas le choix, sinon ça aurait pu me retomber dessus. Au niveau de mon stage, je ne préférais pas. Donc là, on voit bien que cette jeune élabore des stratégies d'invisibilisation pour une partie de ses abonnés, donc pour ses collègues, mais élabore aussi des stratégies de mise en visibilité de son engagement pour ses amis, pour l'autre partie de ses abonnés, ses amis, du coup, de
militants dans l'écologie. Donc, en ayant conscience de son degré de visibilité, cette jeune arrive à finalement gérer certains risques qui sont associés à sa réputation et arrive à protéger ses différentes réputations, à la fois militantes et professionnelles. Deuxième exemple, hein, une tension entre deux réputations militantes, c'est Noah, 16 ans, qui est militant très engagé dans l'écologie, qui se bat contre d'autres mouvements, notamment d'extrême droite, qui explique que je suis infiltré dans plusieurs groupes d'extrême droite où là, évidemment, je vais mettre mes convictions écologiques de côté. Je vais me faire passer pour quelqu'un qui va dire oh là là, ce sont vraiment des cons, ces militants pour le climat, afin de pouvoir ensuite apporter des intérêts à la cause écologique en rapportant des informations. J'adhère pas du tout à ce qu'ils font, mais par exemple, pour le mouvement, je suis vraiment quelqu'un de chez eux qui va récolter beaucoup d'informations sur leurs actions et pour pouvoir les contrer par la suite. C'est aussi le cas dans le mouvement. J'ai une place où ils nous font confiance, ce qui me permet d'avoir plein d'informations sensibles. Donc là, depuis quelque temps, ce jeune a infiltré ces réseaux d'extrême droite dans lesquels il a pour but de saboter leurs actions. Et avec le temps, il a acquis une certaine notoriété, une certaine réputation dans ces mouvements pour avoir des informations, accès à des informations sensibles. Où là, il utilise de faux prénoms, de faux noms et de faux pseudos en ligne pour tromper ses militants. Donc on assiste ici à une sorte de démultiplication à la fois réputationnelle mais identitaire également, pour pouvoir jouer sur deux tableaux et pour pouvoir servir la cause du sénateur qui est l'écologie. Donc c'est à travers des jeux de négociation et de glissement dans la réputation que ces jeunes arrivent à gérer les différents risques qui vont être associés à l'exposition de leur engagement. Ils vont être pris entre deux mondes qui impliquent différents regards, différentes attentes, différents signes de reconnaissance. Donc, pour conclure rapidement, finalement, ce prisme de la réputation semble particulièrement pertinent pour faire ressortir des mécanismes de construction de soi chez ces jeunes qui participent au devenir adulte, chez ces jeunes militants. Cela passe à la fois par les expériences que je leur présente mouvement, mais aussi par les choix de stratégies de mise en visibilité ou non de leur engagement, des risques qui y sont associés, et aussi des questions de reconnaissance et des différents regards qui peuvent peser sur eux. Donc, si la présentation que je vais vous faire avait pour but de vous sensibiliser un peu sur l'importance de l'engagement à l'époque contemporaine pour ces jeunes et sur certaines difficultés qu'ils peuvent avoir dans certaines situations, dans certains contextes, c'est simplement parce que de forts enjeux identitaires sont traversés par ces jeunes et que, on va dire, certaines épreuves, des fois, sont à traverser également pour ces jeunes. Et c'est pour ça que j'aimerais finir sur la citation que vous êtes rentré au début, que vous connaissez maintenant et que vous comprendrez peut-être un peu plus comme vous l'entendez, de Jacques Ellul, qui est que l'estime de soi soit au centre de mobilisation contemporaine de la part d'individus toujours menacés d'humiliation. Merci pour votre audience. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les deux de cette présentation, en fait, qui nous permet d'explorer plus en profondeur ce phénomène interrelié, en fait, d'identité et d'engagement qui sont si présents dans la vie actuelle et qui nous interpellent profondément et dont la complexité est à saisir, bien sûr. Enfin, avant de commenter moi-même, peut-être pour quelques éléments, je vais ajouter ceux qui sont à distance ou en fait, ou même plus que se fait commenter ou poser des questions. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas qui est à distance, sur le data. D'autres, il y aurait des questions. Comment? Allô? Oui, oui. Tu m'écoutes? Oui, oui, on vous entend bien. Ah, ok, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier les deux présentateurs, Jocelyn et Mathias, c'est ça. Bienvenue au Québec pour leur présentation, puis pour ces informations importantes. En fait, je peux pas me cacher ma surprise et puis en plus ma fierté. Peut-être je reviens au propos de Jocelyn quand il voulait faire la comparaison entre la France et le Québec. Aujourd'hui, peut-être à travers ces recherches, je me dis, Dieu merci, je suis au Québec. Et je suis la maman d'une jeune de 14 ans qui vit au Québec, puis qui s'affiche fièrement, n'a pas honte
de parler d'écologie ou d'environnement, donc c'est pour ça que je le dis. Je reviens à la jeunesse, comme le disait Bourdieu, la jeunesse n'est qu'un mot. Je sais que la définition des jeunes, elle varie d'un pays à l'autre. On peut pas on sait que l'UNESCO, elle a limité à un âge. En France, je sais qu'il y a la séparation entre ados et jeunes adultes. Ici au Québec, la jeunesse, en fait, elle commence de 15 ans jusqu'à l'âge de 29 ans. Donc, c'est un peu différent. Mais je sais que les propos que vous avez déjà mentionnés suite à vos entrevues ou les propos recueillis de la part de votre corpus étaient intrigants dans le sens de savoir qu'il y avait le sentiment de honte, de responsabilité, tout ça. Peut-être ces éléments-là, on peut les entendre dans un contexte plutôt quand un enfant ou un jeune plutôt va s'afficher sur ses convictions sexuelles ou religieuses ou quelque chose d'autre, mais pas au niveau de l'environnement ici au Québec. Donc ça, c'est un élément important à mentionner. Donc on sait que les jeunes au Québec sont très mobilisés. On parle du carré rouge, on peut parler du carré vert. Donc ils sont tous là, ils sont soutenus, ils ont leur espace, ils ont la place pour parler et s'identifier. Ben, Hugues, il le sait. Puis je sais que en, en lisant ça ou en écoutant ça, je sais pas, peut-être le phénomène Greta n'a pas eu le même effet en France qu'au Québec ou qu'ailleurs dans le monde. Mais honnêtement, j'étais surprise d'entendre ça. Euh, J'aimerais, si c'est possible, s'il y a des écrits un peu plus détaillés sur les recherches pour qu'on puisse avoir un peu plus de détails sur ça. Mais en fait, j'ai certaines questions concernant cet engagement et, et l'usage des plateformes socio-numériques comme Discord, par exemple. Tout d'abord, je vais rebondir sur la définition d'engagement. Je sais que dans mes travaux, puisque moi j'ai déjà travaillé sur l'engagement numérique euh, 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 concernant l'environnement au Québec. Et puis, je ne me suis pas en quelque sorte attachée sur les jeunes en particulier, mais plus sur toute la population québécoise. Euh, je peux confirmer que la définition en tant que telle de l'engagement, elle est problématique. On trouve plein de définitions et j'étais confrontée à ça dans mes recherches. Je sais que à la fin, j'avais choisi la définition avancée par Becker en tant que commitment. Et après, j'ai développé une certaine définition propre à ma recherche, comme une action individuelle, spontanée, consentie, convaincue, qui vise un changement social et qui s'étale sur une période temporelle. Donc, c'était ça l'engagement que j'avais fixé comme définition. Et c'est sûr que la définition que vous avez avancée de players sur l'aspect créatif de l'engagement peut faire une différence aussi avec l'usage du numérique aussi. Mais ce que je veux dire concernant l'usage de plateformes numériques, j'étais un peu curieuse de savoir c'est quoi les liens qui, qui lient ou bien qui existe entre la plateforme en tant que telle, Discord, et l'engagement des jeunes. On sait que Discord, c'est une plateforme qui a été initialement conçue pour les gamers, les joueurs ou les joueuses, et a été remplacée plus ou moins utilisée
parce qu'elle donnait cette facilité d'accessibilité, de communication, de chat, vidéo, écrit en ligne. C'est un peu le concept de Facebook Messenger, mais dans un espace restreint. Certains disent que c'est un peu plus sécuritaire et fermé. C'est d'ailleurs pourquoi il a eu un buzz où il était le choix primordial des suprémacistes blancs en Amérique parce que c'était un espace fermé où ils peuvent s'identifier et harceler et dire n'importe quoi alors qu'il n'y a pas un vrai contrôle au niveau de cette plateforme-là. Donc, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi Discord? Est-ce que ça confirme un peu, parce que j'ai entendu il y a quelque temps une expression qui disait que Discord, c'était comme un échappatoire, une bouée de sauvetage pour la France soumise. Donc, c'est comme un espace, un nouvel espace d'expression pour les gens qui se sentent opprimés ou soumis en France. Est-ce que c'est le cas ou non? Et dans le cas de recrutement de votre échantillon, parce que j'ai vu que Mathias, il a fait environ 60 entrevues, je pense, parallèlement avec une observation directe. Est-ce que l'observation, c'était participante ou non? Puis, comme il venait de dire que certains jeunes utilisaient ces espaces pour garantir l'anonymat avec des faux noms, des faux profils, des faux pseudos. Faux profils, on ne le sait pas, mais à mes connaissances, Discord, c'est une plateforme qui nécessite pas beaucoup d'efforts pour s'inscrire, mais généralement, on sait c'est qui la personne qui va rentrer en contact avec toi dans le réseau. C'est pas ouvert comme Facebook. Et également, pour les avancées dans cette plateforme-là, ils peuvent créer comme un réseau interne fermé pour discuter de certains propos. Donc, voici a priori mes questions, mais probablement je vais donner la chance à Michel et à d'autres personnes qui peuvent rajouter d'autres choses. Puis, je suis prête à ajouter d'autres questions si le temps nous le permet. Merci. Désolée pour ce temps-là. Peut-être qu'on va faire les tours des questions avant de, si ça vous va. Ah oui, ça va. Oui, Mélanie et Michel, si vous voulez bien aller de l'avant, puis nos invités prendront note et puis on reviendra donc sur les questions par la suite. Oui, peut-être Michel. Oui. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci aux conférenciers. C'était fort intéressant. Merci aussi à Hugues et les gens du secteur d'avoir envoyé l'invitation à moi comme membre à l'extérieur du Québec. Donc, il y a une francophonie à l'extérieur du Québec ici au Nouveau-Brunswick et je suis très content d'être des vôtres et puis de témoigner de ces notions-là partagées par vous deux conférenciers. Donc, merci. En fait, Gada a un peu touché la thématique de ma question. Puis là, je m'excuse, je suis un peu coincé par le temps, étant donné la vie un peu de cours qui était court. Je n'ai seulement que quelques minutes, donc je vais donner mon commentaire, puis je vais rester en ligne le plus longtemps que possible pour entendre les réactions. Mais au fond, mon commentaire... Juste préciser que la conversation est enregistrée et elle va être disponible par la suite sur YouTube Central, donc il n'y a pas de crainte. Merci beaucoup, Hugues. C'est certain que je vais aller voir, en tout cas, les réactions puis les questions supplémentaires enregistrées par la suite. Merci pour ça. Bon, au niveau, justement, je ne vais pas reprendre les propos de ma collègue tantôt, mais au niveau de la honte, ça m'a aussi surpris parce que, en tout cas, les recherches que moi-même j'ai menées aussi auprès de jeunes, notamment à l'intérieur de leur unité familiale, depuis 10 ans, je vois un peu le phénomène contraire, en tout cas au Nouveau-Brunswick, puis au Québec aussi. D'ailleurs, j'ai participé à des collectes de données de jeunes Québécois et Québécoises aussi. Et puis, je vois justement une participation à ou un engouement, ou en tout cas une association à ce mouvement jeunesse relativement mondial par rapport à l'environnement. Et donc, au contraire, ce n'est pas une honte que je perçois chez les jeunes
particulièrement au Nouveau-Brunswick, je connais davantage cette population-là, francophone, mais tout au contraire, un engouement de vouloir participer à ce mouvement qu'ils perçoivent comme mondial pour un environnement plus en santé pour eux comme génération, c'est-à-dire comme population. Et justement, ce concept de participation, ben, il fait partie de façon inhérente de l'engagement. Donc, on peut définir l'engagement selon plusieurs différentes perspectives, sociologiques, behavioristes, etc. Mais en éducation, l'engagement est souvent défini par une composante de participation, d'attention, d'intérêt et de participation. Et puis cette participation-là, mais elle est influencée quand on regarde effectivement à ses actions environnementales dans ce cadre ici. Donc, quand tu parles d'identité souhaitée, M. Lachance, ben c'est ça, on veut participer à quelle identité finalement collective et selon quelle norme sociale assez informelle. Donc, les normes sociales, ben, ils vont beaucoup guider la participation justement à de tels mouvements comme le mouvement environnemental et l'identification à ce mouvement-là. Finalement, je voudrais dire que dans mes recherches aussi, j'ai bien noté que la participation, en fait, à des expériences vécues en nature par la jeunesse semble contribuer effectivement à cet engouement et ce désir de vouloir faire partie, non pas d'avoir honte d'eux, mais de faire partie de ce mouvement environnemental qu'ils perçoivent comme étant important. Donc, c'est à peu près ça. Je voulais tout simplement souligner ou apporter le point finalement qui a été apporté justement avant au niveau de la honte. Ça m'a particulièrement marqué. Là, tu vois, tu as deux interlocuteurs, tu as deux intervenants qui trouvent surprenants, disons, ces résultats-là. Et ben, je me joins à Gada pour savoir, ben, est-ce qu'il y a des publications, des repères, disons, scientifiques auxquels on peut peut-être, qu'on peut consulter parce que je serais très curieux de voir ce genre de différence là, qui semble exister. Là. Alors, merci pour le temps que vous m'avez accordé, puis je reste des vôtres pour le plus longtemps possible. Merci, Michel. Mélanie? Alors, merci beaucoup. Encore une fois, moi aussi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Puis, au contraire de Gada et Michel, c'est ça? Moi, j'apporterais un autre écho. Pour moi, ça résonnait beaucoup, cette question de la honte. Évidemment, je n'ai pas de résultats scientifiques, j'ai juste une expérience de mère. Donc, je pense qu'il y a peut-être des micro-sociétés à tenir compte au Québec. J'avance comme 3 choses. En tout cas, si jamais vous veniez faire l'étude chez moi, là, dans la région de Mégantic, à forte composition conservatrice, je pense que vous pourriez peut-être avoir des discours différents de la part des élèves de l'école secondaire. Moi, étant engagée, ayant un fils qui entend tous ces discours-là dans le quotidien et qui vit un clivage avec son milieu social à l'école, je sens qu'il a une certaine honte par rapport à son identité familiale face à ses pairs. Puis en même temps, il y a aussi, je pense, tout l'enjeu de l'opposition aux adultes. Donc, à son âge, à 13 ans, parfois, j'ai l'impression qu'entre le discours que je fais et la réaction presque épidermique d'opposition face à mon discours, ce n'est pas nécessairement quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose dans lequel il n'est pas tout le temps à l'aise à savoir qu'est-ce qui lui appartient, qu'est-ce qui appartient à moi, qu'est-ce qui appartient à ses pairs, aux enseignants de l'école. Bref, je pense que ce n'est pas évident à cet âge-là toujours de se positionner. Donc, il y a sûrement une différence entre 13 ans et 22, 23 ans, c'est sûr. Puis, par rapport à ça, je trouvais intéressant les références à Hartmut Rosa concernant l'identité situative. Je pense que ça apporte beaucoup de réponses par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Donc, la différence entre leur discours puis le ressenti ou le vécu réel selon diverses situations sociales. Donc, ça, c'est une chose. Puis, par rapport à ça, ça me ramènerait plus sur la question de l'éducation parce que ça m'a beaucoup
ça m'a beaucoup interpellée, toute cette question de la surresponsabilisation dont vous parlez, parce que ça fait écho avec Hugues, justement. On est dans un nouveau projet de recherche par rapport aux pratiques en lien avec l'éducation relative au changement climatique au secondaire. Puis là, j'ai fait une première recension de matériel pédagogique qui aborde ça pour l'école secondaire ou en tout cas pour les jeunes. Et ce que je remarquais, puis là, c'est vraiment très, très, très préliminaire, mais c'est des pratiques qui m'ont beaucoup interpellée, qui m'apparaissent en fait au premier abord assez choquantes. On dirait comme dans une volonté de la part des créateurs du matériel de vouloir provoquer une conscientisation de la responsabilité des jeunes ici, dans les sociétés occidentales, favorisées, privilégiées par rapport à d'autres. Donc, dans une optique peut-être de vouloir les réveiller à la justice climatique, à la justice écologique. Puis, un genre d'affaire un peu bizarre de pensée systémique, d'essayer d'associer dans des activités ton action à toi quotidienne, concrète, de jeunes ici au Québec, versus les répercussions que ça peut avoir au niveau mondial. Donc, des exemples de jeux du style « Trouver le chaînon manquant ». Quel est le lien entre le fait que tu manges des crevettes pour souper et 100 000 morts en Indonésie? Donc, des trucs vraiment hallucinants comme ça, et j'en ai des centaines. Là. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Là? Ça me faisait peur déjà au premier rapport, j'essaie de creuser, puis là, quand vous apportez cette idée que déjà, on a affaire à des jeunes qui se sentent, qui ont des problèmes d'identité, dont, en tout cas, une ontologie en péril, je dirais, par rapport à cette responsabilisation-là, c'est vraiment inquiétant. Puis je pense qu'il va, en tout cas, que vos études sont sûrement très pertinentes pour éclairer l'acte pédagogique en lien avec l'éducation relative à l'environnement, au changement climatique. Ouais. Bref, c'est ça. Puis peut-être un dernier petit point pour Mathias, en tout cas, qui a résonné aussi avec des entretiens que j'ai faits avec des jeunes engagés dans des mouvements de transition. En fait, c'était des jeunes adultes entre 20 et 24 ans, là, je dirais, beaucoup d'ailleurs européens, mais ici au Québec, travaillaient dans des organisations qui se veulent justement horizontales et qui ont en fait, qui ont effectué leur recrutement sur la base de ce discours. Ici, on est un organisme horizontal, sans hiérarchie, on travaille dans la co-construction et tout. Et c'était effectivement quelque chose qui est ressorti, cette déception de voir que c'est juste dans le discours, puis qu'en fait, dans les faits, la gestion de l'organisation a une verticalité qui est comme cachée, mais qui est là quand même. Et puis, il y avait aussi ce dont tu parles par rapport au rôle des filles et des garçons, parce que beaucoup les jeunes femmes professionnelles, spécialement lorsque le coordonnateur est un homme, vivaient ce que tu disais, là, ils étaient vraiment dans l'organisation, dans le surtemps, et c'est eux qui allaient au front, et c'est eux qui parlent aux médias, et bon, bref, voilà, ça résonnait. Je vais arrêter là, merci. Merci, Mélanie. Il y a Gina également qui a levé la main. Juste avant, j'aimerais ça compléter parce qu'en fait, je vais seconder Mélanie aussi dans ses propos. Puis effectivement, je n'ai pas vu beaucoup, moi, de travaux sur la honte spécifiquement comme concept ici au Québec. Mais il y a quand même une équipe qui travaille à partir du concept d'éco-anxiété puis qui va aller tranquillement documenter finalement les pratiques militantes. Puis, bon, il y a des liens qui sont faits avec l'épuisement militant dans ces études-là. Et donc, cet épuisement militant-là qui est vécu souvent comme une forme, finalement, de catalyseur pour la honte, ou l'inverse, plutôt que j'aimerais dire, en fait, la honte, finalement, qui vient peut-être propulser, finalement, cet épuisement militant-là, parce qu'on cherche, en tant que militant, toujours à vouloir en faire davantage. Donc, on se rend dans une spirale, finalement, de l'action comme solution, finalement, à l'éco-anxiété, mais finalement, qui finit peut-être par en créer davantage. Donc, j'attirerais peut-être l'attention vers ces travaux-là aussi de l'éco-anxiété qui sont en développement ici pour l'instant. Gina. Merci, Hugues. Vous m'entendez bien? J'espère. Merci. Écoutez, Jocelyn et Mathias, j'aimerais vous remercier vraiment chaudement, chaleureusement pour cette analyse sociologique fine que vous avez menée du concept de l'engagement, mais que vous avez transposé justement dans le cadre des pratiques militantes en ce qui concerne l'environnement. J'aimerais souligner la valeur de des études que vous avez menées, notamment la dimension de transversalité de ces études-là.
la transversalité de vos études, des résultats de vos études, puisque j'ai pu établir vraiment un parallèle, un fort parallèle entre ces résultats et d'autres résultats qui ont été amenés dans le cadre justement de mouvements de lutte contre le racisme, notamment le Black Lives Matter. J'ai pu établir aussi un fort parallèle entre vos résultats et l'expérience d'engagement finalement tout au long de la vie. Donc, l'axe de l'âge, vous l'avez fait bien sûr en vous concentrant sur les jeunes, mais en fait, les personnes qui ne sont pas, qui sont moins jeunes, on pourrait dire, ou plus âgées, je pense, font ces expériences de militantisme et font ces expériences que vous avez bien décrites de honte, de peur, de menaces, de sentiments de menaces. L'engagement comme risque, hein, j'ai beaucoup aimé cela. Je me demandais où était le risque dans l'engagement à la suite de la présentation de Jocelyn. Et puis finalement, Mathias l'a bien défini pour nous et analysé pour nous les risques physiques, risques moraux, risques académiques également, risques professionnels également. Et donc, en ce sens-là, j'aimerais savoir, est-ce que dans les résultats, dans votre contexte, région de l'Aquitaine, en France notamment, est-ce que vous vous êtes penché sur l'hétérogénéité aussi des échantillons de recherche des participants? Mathias avait souligné la question du genre, l'importance de la question du genre dans les types dans la répartition des tâches de militantisme, par exemple. Et moi, je me questionne aussi sur la question des minorités raciales, par exemple, dans leur expérience de militantisme environnemental. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez mis en saillie justement ces autres appartenances, ces appartenances multiples, à la fois de genre, mais aussi à la fois ethnique, appartenance religieuse, appartenance raciale. Par ailleurs, la notion de risque dans l'engagement vous a amené aussi à voir finalement la discontinuité, une sorte de discontinuité dans l'expérience, justement, comme forme de protection de soi face aux risques sentis ou bien avérés en ce qui concerne l'engagement, le militantisme même. Et cette question de discontinuité dans l'engagement m'a amené à voir à son extrême, ça pourrait être carrément le désengagement. En fait, ça pourrait mener au désengagement. Mais vous avez bien ciselé la chose en nous montrant que, en fait, non, il n'y a pas face au risque, il n'y a pas nécessairement de désengagement, mais il y a, moi, ce que j'appelle le marronnage. Hein, un peu comme les esclaves faisaient. Marronnage, ce qui veut dire fuir, donc marronnage physique, mais aussi marronnage en déguisant l'engagement ou bien en taisant l'engagement, en muselant l'engagement, en invisibilisant l'engagement, etc. Alors, j'aimerais savoir, ma deuxième question, ce serait, compte tenu du contexte médiatique au Québec notamment, je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu, mais le contexte médiatique et le contexte politique qui tend à démoniser certains concepts. Or, les concepts sont des outils d'engagement. Dans le contexte actuel médiatique politique au Québec, on tend à démoniser certains concepts, notamment le concept de wokisme et le concept de racisme systémique, par exemple. Alors, comment voyez-vous la possibilité justement de poursuivre l'engagement, même dans la discontinuité, en dépit de ces risques à la réputation, en dépit de ces contextes globaux qui semblent défavorables même à l'engagement de certaines minorités raciales. Merci encore infiniment pour vos deux conférences. Vous avez d'autres questions? Il y avait une question dans le clavardage de Julia Oubliquet. Je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que vous vouliez poser votre question à l'oral? Je peux la lire, sinon. Donc, on demandait si vous, Jocelyn et Mathias, auriez des pistes plus spécifiquement pour les enseignants
comment créer un climat propice qui valorise ces jeunes engagés sans stigmatiser celles et ceux qui ne sont pas engagés. Et Laurie qui a aussi levé la main. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Merci. Alors moi, je suis doctorante à Toulouse au laboratoire de psychologie de la socialisation, du développement et du travail. Et je travaille sur l'engagement que moi j'appelle politico-climatique. Donc voilà, l'engagement des jeunes pour le climat aussi. Et j'étudie les processus psychologiques qui seront à l'œuvre chez ces jeunes. Juste, j'ai rapidement un petit commentaire pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur la question de la honte. Moi, ce que j'ai remarqué durant mon Master 1 et mon Master 2, j'ai travaillé notamment avec des jeunes engagés à Youth for Climate. Et en fait, elle n'a pas été vraiment évoquée, cette question de la honte, dans ce que j'ai pu observer, mais plutôt, moi, c'était que les jeunes, contrairement à un peu ce qui a été dit, ils se définissent, ils se valorisent via cet engagement. C'est vraiment une manière pour eux, moi que j'ai observé en tout cas, de se définir, de se construire, et notamment dans l'affiliation au collectif et à l'image socialement valorisée que ça renvoie en fait, de s'associer au mouvement des jeunes pour le climat. C'est plutôt quelque chose voilà, qui est mis en avant plutôt qui a tendance à être effacé ou mis en retrait. Donc ça, c'était un premier point. Et juste très rapidement, hein, sur la question des risques, justement, moi, j'aimerais savoir comment ces jeunes, lorsqu'ils prennent conscience de ces risques ou qu'ils y sont confrontés, comment ils arrivent à gérer ça. Est-ce que le fait d'être affilié à un collectif, ça vient servir de ressource et est-ce que, une fois que ces risques sont pris en compte ou sont vécus, etc., est-ce qu'on observe plutôt un retrait, un abandon, voire même une perte du sens du militantisme? Moi, j'ai observé aussi ça au niveau du surinvestissement des jeunes qui ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font. Et ça rebondit aussi avec les tensions qu'il y a entre injonction à agir qu'impose la société et ce sentiment de surresponsabilisation et de poids qu'on met sur les épaules des jeunes. Et en même temps, le fait qu'on ne prête pas du tout attention à leurs paroles, ils sont dévalorisés constamment, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de mal, les jeunes ont beaucoup de mal à gérer un peu ces deux tensions-là. Et du coup, est-ce que la prise en compte donc, de ces risques, etc., ça entraîne plutôt donc, cette perte, cet abandon du militantisme, au contraire, plutôt une radicalisation et une survolonté dans cet engagement. Voilà. Merci. Merci. Il y a Gina qui a ajouté aussi que, selon elle, en fait, la question du sens est évidemment centrale. Oui, Isabelle, elle va pouvoir redonner la parole. Mélanie. Est-ce qu'on va avoir, il nous reste bien 24 minutes. Ouais. Mais en fait, je crois que peut-être je pourrais faire le point avec ce que Laurie vient d'évoquer sur la question de la responsabilisation qui a été évoquée. Mais associé à la question de la responsabilisation, c'est la question de la responsabilité à laquelle les générations de plus en plus jeunes sont interpellées, mais sont interpellées aussi par eux-mêmes parce que autant par les questions qui sont médiatisées de plus en plus, autant par les mouvances sociales actuelles, il y a un accès à l'information qui est beaucoup plus peut-être beaucoup plus présente, beaucoup plus assidue, beaucoup plus fréquente, vaste, etc., qui permet de prendre connaissance et conscience éventuellement des situations que l'on vit. Donc, on constate aujourd'hui que ce processus de prise de connaissance à la fois amène à une ontologie politique beaucoup plus je dirais, à jeune âge et qui se forge souvent dans l'espace public où il y a cet engagement se manifeste. Donc, une prise de parole, une prise de position, une prise de place dans la scène publique qui, dans d'autres contextes, ne se faisait pas. Et effectivement, donc, on voit un lien entre la question de s'engager pour les questions environnementales et socio-écologiques actuelles qui nous occupent et se déployer à travers cet engagement-là des identités multiples, surtout lorsqu'il s'agit de l'engagement dans des contextes collectifs, et donc qui ouvre la porte à la possibilité des multiples identités qui se déploient
et qui se manifestent et qui se confirment aussi, comme les identités raciales, les identités sexuelles, les identités régionales, etc. Et évidemment l'identité écologique. Et en ce sens, je dirais que d'après les recherches que nous menons, surtout dans des contextes de mouvements sociaux, dans la situation de conflit socio-écologique, il y a des aspects qui me paraissent quand même importants à évoquer et qui nous particulièrement nous intéressent, c'est celui de l'apprentissage. Et plus particulièrement du co-apprentissage qui se forge au sein de ces pratiques politiques. Donc l'action politique comme cœur ou à travers lequel se forge cet engagement-là. Et ces co-apprentissages, ces savoirs qui se bâtissent, qui sont des divertifs, qui permettent ou qui contribuent, qui favorisent justement le développement et le renforcement des liens d'appartenance multiples. Donc, et donc aussi celle de l'identité écologique. Donc, comme à travers justement la participation, je crois que le terme de participation, le concept de participation, le phénomène de participation me paraît très important. On vit une époque où il y a un déploiement massif de la participation dans la vie collective. Et je dirais que oui, sans doute, il y a la question de l'émancipation, il y a la question de la culpabilisation qui traverse la société et les jeunes en particulier, probablement, avec ces phénomènes de stress, de pression, de dépression peut-être. Mais je dirais, j'aimerais aussi faire ressortir le concept de fierté, qui quelque part a été évoqué aussi, de fierté, de faire part ou de faire partie en fait de cette mouvance actuelle qui tente d'ouvrir une voie nouvelle à nos vies. Et en ce sens, associé au sentiment de fierté, le concept d'espoir, qui s'est bâti justement à travers cet engagement-là, et que je crois qu'il est très fort, et ça fait rêver ces deux concepts, c'est-à-dire de sentiment de fierté, de faire partie de ceux qui sont en train de bâtir ou de tenter d'identifier des voies d'espoir, en fait, de construction de quelque chose de nouveau, de vie nouvelle, de nouveaux rapports. Donc, comment à travers cet engagement s'est bâti les rapports à l'autre, s'est bâti les rapports à la vie. Et en ce sens, comment à travers ça, il y a une certaine transversalité d'émergence des principes de vie. Et je pense que l'engagement et ces processus d'intérêt et d'identité écologique, c'est fort à travers l'engagement dans les questions socio-écologiques, ouvre justement cette porte à identifier des principes de vie. Et ça, on l'a ressenti dans les entrevues, les discussions qu'on a pu avoir et avec, ce n'était pas des jeunes plus particulièrement, mais il y avait des jeunes d'autres âges, en fait, dans les mouvements sociaux qui sont impliqués dans les situations de conflit socio-écologique. Mais il y a ce phénomène d'émergence du nouveau, de cette innovation qui va au-delà d'une innovation stratégique spécifique et pour œuvrer dans des contextes complexes, difficiles, contraignants, etc., mais qui va au-delà de ça, qui va dans le sens de se repenser en tant que collectif et dans la perspective d'identifier des principes générateurs ou des axes de vie, en fin de compte, d'un nouveau projet de vie. Et en ce sens, je dirais, la question de l'espoir est aussi fortement là, malgré tout ce que vous évoquez comme risque et dans le contexte que nous étudions de conflits socio-écologiques, qui sont souvent des contextes d'opposition frontale et de confrontation parfois aussi avec les systèmes et les forces qui défendent les systèmes et l'ordre en vigueur. Et sans doute, on retrouve des risques que tu as évoqués, Mathias, et donc de violence, et même un phénomène de criminalisation de cet engagement, de criminalisation de la manifestation collective de l'engagement individuel aussi. En fait, sans doute, c'est très présent. Et ma question, c'est aussi en sens comment, dans les contextes d'exacerbation de l'autoritarisme que l'on voit se manifester et se creuser dans les contextes de pandémie, se manifeste donc l'engagement. Voilà. Et puis, on va vous laisser tout le reste du temps que nous avons pour commenter. Il n'y aura pas la réponse à chacune des questions. Prenez 10 minutes, 5 minutes, je
Mais on va pouvoir prolonger aussi. Oui. S'il y a des gens qui doivent quitter, il n'y a pas de souci. On peut nous aviser avec l'avardage, puis on prendra le temps qu'il faut là, pour finaliser la discussion. Nos réponses seront des invitations à des échanges de mails et voir une poursuite de l'échange. D'accord. Merci pour tout le monde. Bah oui, c'est tellement de questions tellement jour, ça ouvre tellement de discussions et je pense que ça dit qu'on a plein de choses à se dire, à s'échanger dans ces deux disciplines, c'est plusieurs disciplines qu'on peut tous faire, mais merci beaucoup pour tous ces retours, toutes ces questions, ça ouvre vraiment des belles perspectives. Je ne sais pas trop par où commencer, donc je vais commencer par la question qui m'a été posée sur Discord, sur du coup, qui est peut-être un peu plus spécifique à mon terrain. Alors, j'essaie de faire rapide mais efficace. En gros, pour la question, ce serait pourquoi Discord, pourquoi j'ai choisi de faire cette ethnographie en ligne spécifiquement à Discord. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que mon terrain a été découpé en deux phases. Une première phase de 30 entretiens, juste que d'entretiens semi-directifs, et une autre phase de 30 autres entretiens et de ethnographie en ligne. Et en fait, c'est pendant la première phase d'entretien, les jeunes m'ont commencé à me parler énormément de Discord, à me parler de ce réseau que je ne connaissais pas du tout, hein, mais qui est en effet un réseau à la base de gamers qui s'est réapproprié, que les jeunes militants se sont réappropriés et ont organisé de manière à organiser le mouvement. Et ils m'en parlaient de plus en plus, ils me parlaient de plus en plus de ce fonctionnement. Je rencontrais, sans le vouloir, enfin sans forcément le vouloir, je rencontrais des modérateurs de ces mouvements de Discord. Et finalement, ce sont eux-mêmes qui m'ont inclus sur le réseau, en passant ces différentes étapes, hein, justement pour être inclus dans le réseau, ces différentes étapes de sécurité pour finir dans le groupe concerné. Et ceux qui m'ont dit dans les entretiens, mais le mieux c'est que tu ailles voir directement ce qui se passe sur Discord pour mieux comprendre notre discours. Donc là, ça m'a laissé une voix énorme en tant que chercheur en me disant, si mes répondants m'amènent, enfin, j'ai rencontré une dizaine de modérateurs, les 10 n'ont pas les Discord, les 10 ont voulu m'intégrer dans les différents groupes, donc Foclemates Bordeaux, Pau et Pays Basque. Ils m'ont dit, mais va voir, le mieux c'est que tu ailles voir. Donc là, pour le coup, c'est une porte que je ne pouvais pas fermer, hein, que je ne pouvais pas me fermer. Donc j'ai commencé une sorte d'exploration, d'ethnographie un peu exploratoire à ce moment-là, sur Discord, pendant cette première phase de terrain, où j'ai vu qu'il y avait énormément de choses finalement qui se jouaient, hein, des choses qui étaient invisibles, on va dire, à l'écoute de l'entretien, des choses qui passaient par l'informel ou autre, qu'on pouvait vraiment que retrouver en ligne, mais qui expliquaient énormément de choses dans les mécanismes, dans les dynamiques qu'on peut retrouver dans les processus d'engagement. Et donc, c'est au moment où j'ai fait mon deuxième terrain, je me suis dit, le mieux, c'est d'aller carrément faire une ethnographie, avoir une grille, pour le coup, une grille d'observation, avoir des critères d'observation que je vais pouvoir mêler à la fois aux questions que j'ai posées dans les entretiens. Donc, c'est vraiment mes répondants qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait des choses à aller voir sur Discord, des choses qui se jouaient et qui pouvaient être non négligeables à la compréhension, on va dire, plus intime de ce mouvement plus approfondi. Donc, mon observation, ma posture dans mon observation était non participante. C'était un choix qui m'a pris pas mal de temps en fait, à me demander si oui ou non je devais participer ou pas aux interactions au sein de ce réseau. Donc, j'ai fait le choix de prendre une posture non participante, mais de quand même prévenir, on va dire, les modérateurs des groupes que j'allais observer, de les prévenir, de leur poser la question si ça ne les dérangeait pas, bien sûr que j'observe les interactions qui allaient se passer dans le groupe. Eux m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci à ce niveau-là, mais que je pressais ma posture de non-participation, de vraiment rentrer en aucun cas dans les interactions qui viennent dans ce réseau, pour ne pas en fait biaiser ce qu'on peut appeler l'authenticité de ces interactions, de ces échanges, dans ce safe space qu'ils considèrent tous. Parce que déjà que dans notre premier terrain, on a remarqué qu'il y avait des risques, il y avait de la honte, il y avait des craintes entre eux, dans le groupe de militants, dans leur groupe de pairs, etc. Il y avait de la peur de s'exprimer. Alors, si un chercheur inconnu arrivait sur un réseau qui était censé être sécurisé, qui demande plusieurs étapes pour pouvoir rentrer, si j'allais me présenter comme étant chercheur et que j'allais les observer pour le coup et que j'allais participer avec eux, pour le coup, ça allait biaiser un petit peu la dynamique, les interactions, les échanges, l'authenticité en fait de ces échanges à ce niveau-là. Donc, ça pose quand même des questions d'éthique, des questions d'honnêteté aussi à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai quand même demandé à quelques modérateurs s'ils ne voyaient pas l'inconvénient de faire ça, tout en bien sûr respectant le processus d'anonymisation des données qu'elle a récoltées. Donc, faire en sorte qu'aucune donnée ne pouvait monter à un répondant, ne pouvait monter à un pseudo, en utilisant plusieurs techniques d'anonymisation sur les données que j'ai pu récolter sur Discord. Et voilà, dernier argument pour la raison du choix de Discord, mais plus généralement aussi un petit peu d'observation sur Instagram, sur les publications mais moins formelles.
c'est parce que c'est finalement un mouvement qui est totalement hybride hein, dans sa manifestation, dans son expression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, je pense, on ne peut pas comprendre ce mouvement seulement en s'appuyant sur ce qui se passe hors ligne, sur les manifestations en ligne, sur les discours qui nous produisent hors ligne, mais tout comme on ne peut pas se limiter juste à l'observation en ligne, dans le sens où ce serait négliger tout un pan de la réalité, tout un pan de la complexité qui joue à ce niveau-là. Donc, ouais, un choix d'un modèle vraiment hybride à ce niveau-là. Je suis déjà de 5 minutes pour faire de réponses. Je ne sais pas si c'est d'autres choses sur lesquelles je peux rebondir directement ou pas. Je pense qu'on peut ouais, à la limite, je pouvais ça. Moi aussi, je pense à des choses. Parce que les gens sauront qui vont partir. De toute façon, je pense qu'on voit quand même qu'on a des intérêts, donc je pense qu'on va continuer l'échange. Moi aussi, je vais juste choisir rapidement quelques éléments. Pour répondre à Gina sur l'échantillon, donc c'est un échantillon qui a été composé surtout sur une base. En fait, les critères, il y avait les critères de genre, forcément. Il y avait aussi les critères géographiques. C'est-à-dire qu'on voulait des jeunes d'un peu partout en France. Et il y a eu quelques personnes qui venaient des dom-toms qui ont aussi répondu. Et il y avait cette question surtout qui était super importante pour nous d'avoir des jeunes qui se déclaraient engagés en étant dans des mouvements collectifs et des jeunes qui se déclaraient engagés en étant associés à aucun mouvement collectif. Ça nous semblait intéressant justement parce que, pour différentes raisons, parce qu'il y a aussi une question d'exposition de l'engagement qui est liée aussi aux gens qui décident d'être dans des démarches plus privées de l'engagement. Alors, juste une petite remarque sur ce qui a été dit sur la honte. Donc, merci. Donc, je vois ça fait le débat. Par contre, juste une chose importante, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne parle pas toujours du même registre de honte lorsqu'on parle. Parce que là, on est d'accord pour dire, et là, c'est une question que je pose à Christina, je pense que ce qu'on dit, c'est que la honte de l'étiquette d'écolo n'est peut-être pas toujours présente au Québec dans certains milieux. Là, c'est intéressant qu'on disait conservateur, parce qu'on a eu ce débat-là dans les derniers jours aussi sur est-ce que finalement, c'est le contexte très politisé de la France qui fait que finalement, écolo est souvent rattaché à une forme de gauche, voire gauche radicale pour certaines personnes, et que ça créerait plus de situations où ils auraient du mal à exprimer leur engagement. Mais par contre, ce que j'interroge beaucoup, c'est vraiment le déplacement de la honte vers l'action concrète, c'est-à-dire, disons-le concrètement, c'est-à-dire un jeune qui est seul chez lui, qui pose une action et qui, par processus réflexif, se pose la question est-ce qu'il est à la hauteur de ses convictions? C'est ça hein, qu'on interroge. Donc, je ne doute pas qu'on passe par-dessus la honte de l'étiquette d'écolo, mais de passer par-dessus la honte de l'action qui n'est pas toujours exactement cohérente, ça, par contre, c'est ce que j'interroge. Et d'ailleurs, ceux qui ont passé par-dessus parlent de déculpabilisation en permanence. Hein. Disons, je suis passé par un processus de déculpabilisation qu'on pourrait traduire par une acceptation de l'identité situative. J'accepte que je ne suis pas obligé de le faire toujours. Hein. Comme ça, mais bon, c'est juste une porte que j'ouvre. La question du risque, évidemment, est fondamentale. Moi, je viens de l'association anthropologie du risque, des conduites à risque, donc forcément, ça ressort. Donc, j'en dirais quelques mots parce qu'il y a vraiment toute une littérature hein, sur risque et adolescence et formation d'identité. Les travaux de Breton sont assez importants sur ces questions. Si ça vous intéresse, c'est Hélory, je pense, qui pose la question du risque. Ce que je peux dire, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'en fonction de la socialisation primaire des jeunes qu'on a rencontrés, ils vont déterminer si la prise de risque fait partie du début de l'engagement. C'est un marqueur du début d'engagement. C'est-à-dire que ceux qui ont été socialisés dans une famille où les gestes éco-responsables étaient normaux, entre guillemets, voilà. Donc, leur engagement commence à partir du moment où ils sortent de cet espace sécurisant et qu'ils sont confrontés à d'autres situations, et là où ils veulent imposer ou en tout cas négocier des pratiques, et là, ils sont confrontés à un regard autre, souvent dévalorisant, comme le dit Mathias, avec des fois des proviseurs d'école qui disent ben, il n'est pas question qu'on change nos façons de faire, etc. Et là, le début d'engagement il est là, parce que forcément, le reste, c'est une routine, donc ça ne peut pas être associé subjectivement à l'engagement. Mais par contre, pour ceux qui sont dans la prise de conscience, donc c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas de milieux sensibles et qui ont vu, je vais le dire un peu en rigolant, mais on en a tellement vu dans les entretiens, qui ont vu une vidéo choquante sur YouTube, voilà, ou sur les réseaux sociaux, qui disent à partir de là, je me suis rendu compte voilà, il fallait que je fasse quelque chose, mais leur processus d'engagement est lié à la quête informationnelle. C'est le début de l'information qui est le marqueur d'engagement pour eux. Donc, ça recoupe un peu notre difficulté à définir l'engagement. Je pense qu'on a toujours un peu ce problème. Donc, je vais juste dire ça rapidement et je terminerai juste en disant sur
il y a une question qui a été posée sur la question des enseignants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, là, je vais juste transposer ce que moi je fais déjà en France depuis déjà longtemps, c'est quand on travaille sur les questions d'engagement. Moi, il y a une chose qui me semblait toujours être très intéressante, c'était la lecture que les professionnels avaient du désengagement des jeunes ou qu'ils associaient à du désengagement alors que c'était, j'ai envie de dire, des décisions ponctuelles qui avaient complètement une autre signification. Donc, je vais le dire comme ça. Par exemple, on sait qu'à l'adolescence, la désynchronisation, c'est un marqueur du grandir et c'est une façon de conserver son autonomie. Arriver en retard, ne pas y aller, sortir, arriver après, traîner de la paperie, c'est des actes de désynchronisation que j'ai utilisés plusieurs années. Et ce qui est intéressant, c'est que quand des jeunes sont dans des projets institutionnalisés avec des réunions, des rencontres, parfois il va y avoir des actes de désynchronisation. Mais le problème, c'est que les professionnels le considèrent comme une forme de désengagement et ensuite, ben, il y a une forme, j'ai envie de dire presque de stigmate, d'étiquette qui est donnée, qui fait que ça finit par créer une forme de désengagement. Et donc, si j'avais juste une chose à dire, c'est déjà de ne pas lire ce qui pourrait être un signe de désengagement comme étant tel, parce que souvent, on se trompe. Le registre de signification est ailleurs. Mais souvent, on a tendance, mais c'est très humain en tant que professionnel, à se remettre un peu au centre de la dynamique, alors qu'on n'est pas toujours l'objet du comportement du jeune. Et ça, c'est peut-être une chose voilà, que j'ai envie de dire, comme ça, qui me vient à l'esprit quand on me pose la question. Donc, sur les écrits, pour finir, donc on a déjà un article publié, on ne va pas parvenir. Ça touche la question de l'émotion et de. D'ailleurs, ça a été évoqué à un moment donné sur le. Rapport à l'information, l'accessibilité à l'information. Voilà. Ça regroupe un peu ça aussi. Donc, on a coécrit sur. En fait, je vais décrire rapidement le résultat, mais c'est de dire ce sont des jeunes qui souvent. Pas idéalisent, mais donnent à la science beaucoup d'importance. Mais en fait, le traitement de l'information qu'eux font ne respecte pas vraiment les critères d'objectivation, de traitement d'information. Ils sont plus sur le registre de l'émotion. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a évoqué quelque chose de ce type tout à l'heure. Mais bon, donc, on a écrit là-dessus. Évidemment, il y a d'autres articles en cours. On attend les évaluations, etc. Mais vous connaissez comment c'est. Le COVID n'a pas accéléré le processus. Voilà, on vous tiendra au courant. Et surtout, si vous avez des articles vous-même, parce que Gada a dit qu'elle a écrit sur le sujet, donc on dit aussi, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on en prenne connaissance rapidement. Peut-être pour d'abord, encore une fois, merci infiniment d'ouvrir cette possibilité de connaissance en fait de ce que vous faites, et d'une part, qui nous intéresse fortement, mais aussi d'ouvrir cet espace d'échange, de dialogue, de réflexion collective sur ces questions. Et peut-être vous dire qu'en 2015, en fait, nous avons publié un volume de la revue, de notre revue de recherche qui porte sur l'identité, engagement, éducation relative à l'environnement, qui sans doute peut-être qui pourra vous intéresser. Alors, voilà, merci encore une fois, puis nous espérons en fait que ces échanges se poursuivront sur ce sujet. Merci beaucoup à Hugues qui a été vraiment essentiel dans cette mise en place de ces séminaires. Merci à tous ceux qui ont été là, qui sont avec nous, Gina, Laurie, Gada, Michel, Mélanie, merci infiniment. Merci à toi, Isa, et à Hugues pour avoir organisé cela. Et merci à nos conférenciers de nouveau. Plaisir d'une prochaine fois. Ouais, au revoir. J'espère bien. Oui, au revoir. Merci. Merci Hugues, merci Isabelle, merci tout le monde, merci. Au revoir tout le monde. Bye bye. À la prochaine.